Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième journée de rendez-vous virtuel de la prévention. Donc, pour la thématique du jour, l'accompagnement des personnes en difficulté, j'ai avec moi Françoise Muller-Thierry et François Bonjour tout le monde. et François Crochon. François, il est où? François? Attends. Attends. Voilà, je suis là. Je ne savais pas si j'avais le son ou pas. C'est bon, tout est OK. Donc, pour cette troisième journée, en fait, pour faire un rappel, lundi, on a abordé les relations sociales en temps d'épidémie. On avait Roger Cantacuisine qui est sociologue et Alain Appin, psychothérapeute. Mardi, hier, on a eu un échange intéressant sur ces virus expliqués aux enfants avec Cédrine Ouka, qui est psychologue en neurosciences, et Fabienne Christine, qui est parente d'une adolescente. Donc, pour cette troisième journée, on va glisser vers justement les publics en difficulté, comment on fait pour les accompagner, hein? Quels sont les supports, quels sont les outils justement pour les accompagner en tant que soit personne de l'environnement familial ou en tant que professionnel, et comment on fait pour justement transmettre ces informations à ces publics-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place aux intervenants. Il y a un petit scénario d'ici, tu peux regarder. Ouais. Des personnes qui attendent. Alors, je vais laisser la place aux intervenants et faites attention à vos micros, de fermer vos micros. Fermez vos micros parce que sinon… ça fait résonance. Voilà, puis on ne s'entend plus. Donc, je laisse à qui? Françoise? Bon, mais je vais. Françoise, mais déjà, présentez-vous. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Donc, en tout cas, je remercie l'association Action SIDA de m'avoir conviée à cet après-midi de webinaire. Donc, c'est une première pour moi. C'est vrai que c'est la tendance compte tenu de la conjoncture de fonctionner avec la visio. Donc, pour me présenter, je suis une professionnelle du secteur médico-social. Donc, je suis actuellement documentaliste dans un centre ressources pour poser le diagnostic, entre autres, de l'autisme. Voilà, mais avec quand même une expérience professionnelle du public en situation de handicap, notamment déficience auditive. Et puis, j'ai commencé, ma première activité professionnelle était monitrice éducatrice auprès de publics déficients mentaux, donc en France. Voilà, donc merci encore de m'accueillir pour cette séance de cet après-midi qui, j'espère, sera très enrichissante pour les uns et les autres. Merci beaucoup, Françoise. François, on a Françoise et François cet après-midi. C'est merveilleux. François qui est en direct de Lyon. Oui, je suis à Lyon dans l'Hexagone. Voilà. Donc, pour moi, il est 19h15 bientôt. Je suis très heureux. Pas mal. Merci. Action SIDA Martinique. C'est vrai qu'on est plus fort et plus forte ensemble. C'est clair. Et on a l'habitude de travailler ensemble dans le registre des personnes en situation de handicap. On a déjà animé plusieurs sessions conjointement avec Ida et Marie-Odile et à chaque fois, c'était un plaisir. Donc moi-même, je suis sexologue clinicien. J'ai un cabinet à Lyon où viennent en consultation des personnes dites valides ou des personnes en situation de handicap. Et je suis responsable du centre ressources handicap et sexualité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés avec Ida et Marie-Odile. Et je suis également secrétaire de l'association des sexologues cliniciens francophones. Je ne suis pas médecin de formation d'origine, je suis psychomotricien, ce qui expliquera peut-être un peu le ton en fait, avec lequel on va vous présenter quelques éléments, mais sachant qu'effectivement, l'objectif de ce temps de 2 heures, c'est qu'il y ait des échanges entre nous, qu'on puisse s'interpeller, se poser des questions. Mais vraiment, on a le droit de ne pas savoir avant de savoir. Enfin, il n'y a pas de questions ou de remarques idiotes ou inadéquates ou inappropriées. Vraiment, je vous invite à prendre la parole pour qu'on puisse échanger. Ce sera un grand plaisir.
Notre commande, elle était quand même assez grande, hein. L'objectif, c'était d'introduire des notions en fait, et des supports d'accompagnement pour des publics en difficulté. Et avec des questions, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour adapter notre discours, nos supports et nos outils auprès de publics qui sont dits en difficulté ou plutôt qui ont des besoins spécifiques. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être des difficultés d'accès aux informations. Et puis également, la question, c'était quelles sont les ressources qu'on peut trouver. Donc avec Françoise, on a phosphoré tous les deux et on va vous proposer à la fois une approche un petit peu juste théorique sur 2-3 diapos pour présenter qu'est-ce que la situation de handicap. Et ensuite, on verra effectivement un échantillon de plusieurs petits outils. Il y en avait beaucoup, hein. On a fait un choix voilà, pour pas trop vous ennuyer. Et puis, vous nous interrompez si jamais il y a quoi que ce soit. Alors, le premier temps qu'on vous propose, c'est de pouvoir définir le handicap, parce que c'est une notion qui est peut-être un petit peu complexe. En tout cas, certains d'entre nous ou de notre entourage peuvent avoir du mal à le définir. Alors, première chose à repérer, c'est que le handicap de naissance ou dans l'enfance, ça ne représente que 15% des situations de handicap. Donc, quand on regarde, c'est assez peu en fin de compte. Et on voit que le handicap, ça peut nous toucher tout au long de notre existence, soit avec des maladies professionnelles ou non, soit avec des accidents, hein, des accidents de la circulation, du trajet. Mais c'est aussi lié au vieillissement, l'avancée en âge, qui va être un grand pourvoyeur aussi de situations de handicap. Alors, pour définir le handicap, au siècle dernier, en 1981, on avait un modèle qui s'appelait le DID. C'était déficience qui induisait une incapacité, qui induisait un désavantage. C'est vraiment ce qu'on trouvait à l'époque. C'était un modèle qui était assez médical, qui avait été proposé par le docteur Wood en 1981. Et ce modèle, si vous voulez, il a quand même des limites. C'est un modèle qui était hérité des différentes guerres en France, où effectivement, quand les soldats avaient la chance de revenir dans leur foyer après des années de guerre, certains étaient éclopés, ils avaient un œil en moins, un bras en moins, etc. Et il fallait bien que l'État, la société, leur octroie une allocation pour pouvoir effectivement survivre, puisqu'ils n'avaient plus les moyens de travailler à l'usine ou à la ferme, etc. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, tiens, s'il y a une déficience, ça induit une incapacité, c'est un désavantage social, mais on va pouvoir le coter, c'est-à-dire un œil en moins, ça sera tant de pourcentage, un bras en moins, tant de pourcentage, jusqu'à ce qu'on puisse obtenir les fameux 80% qui nous permettent de stationner plus facilement ou de ne pas payer la redevance télé, etc. Mais c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait, selon notre contexte de vie, l'impact du handicap n'était pas le même. Et donc, on est passé d'un modèle médical à un modèle qu'on appelle social, qui est celui de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, qui a été proposé et adopté par l'Organisation mondiale de la santé en 2001. Alors, ne prenez pas peur pour la diapo suivante. Le seul truc intéressant à voir, c'est effectivement cet ovale vert là qui saute et qui signifie des interactions. Alors, qu'est-ce que c'est que la situation de handicap? En fait, on va observer que chez la personne, il y a bien sûr des facteurs personnels qui vont rentrer en ligne de compte. Hein. Donc là, c'est plus la médecine qui va pouvoir trancher. C'est vrai que si on a un bras en moins, si on a un chromosome 21 en plus, etc., c'est des choses qu'on va pouvoir quantifier, qu'on va pouvoir observer. Donc, c'est ce qu'on va appeler la déficience. Hein, déficience des organes, des fonctions, etc. Et une déficience va certes produire des incapacités. Si j'ai une jambe en moins, ce sera peut-être plus difficile, effectivement, pour faire telle ou telle action. Si j'ai des troubles neurologiques ou des troubles de l'équilibre, ça sera aussi compliqué pour faire telle ou telle action. Donc, en termes de capacité, c'est-à-dire des verbes d'action, ça va rejaillir de cette manière-là. Puis, ce qui est beaucoup plus intéressant dans ce modèle, c'est qu'on va rechercher dans le contexte de vie des personnes, quels sont leurs choix de vie, quels sont leurs choix de participation sociale. Est-ce que la personne veut vivre toute seule en colocation, dans un établissement ou chez ses parents?
Est-ce qu'elle veut faire des études, aller au cinéma, aller à la plage, surfer, avoir des enfants, avoir une sexualité, etc., etc., etc. Donc, les choix de vie des personnes, elles vont prendre du sens aussi avec cette troisième dimension qu'on voit là dans les facteurs environnementaux, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans l'environnement de la personne, eh bien, s'il y a des éléments qui sont des obstacles pour la réalisation de ces choix de vie, ou si au contraire, il y a des éléments facilitateurs. Par exemple, on voit bien que s'il n'y a pas de plan incliné pour aller sur le lieu de culte ou à l'épicerie, etc., si je suis en fauteuil, je ne pourrais pas accéder physiquement, parce qu'il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de plan incliné, au lieu de culte ou à l'épicerie, par exemple. Et là, je serais en situation de handicap. Moi, j'ai une situation de handicap, je suis myope depuis l'âge de 10 ans. Grâce à un élément facilitateur qui est une aide technique et des lunettes, je vais pouvoir voir correctement. Si je casse mes lunettes, si je les oublie, si effectivement l'obstacle c'est que j'ai plus mes lunettes, eh bien j'ai ma déficience et j'aurai l'incapacité de voir correctement. J'ai toujours l'incapacité de voir correctement, j'ai toujours ma déficience, je suis toujours myope, mais lorsque je mets mes lunettes, je ne suis pas en situation de handicap. Donc c'est ça qui est important de noter, c'est que lorsque on va amener des éléments facilitateurs, eh bien, la personne ne sera plus en situation de handicap. Bien sûr qu'elle aura toujours ses déficiences, bien sûr qu'elle aura toujours ses incapacités, mais si on veut, ils vont être gommés et la personne va pouvoir accéder à un niveau de participation sociale qu'elle aurait eu si elle n'avait pas eu cette déficience, etc. Alors, c'est un système qui est plus juste parce que, par exemple, ça va prendre en compte le contexte de vie des personnes et leur choix de vie. Moi, j'ai une amie qui est psychologue dans un établissement, c'est un centre de post-cure pour personnes alcoolodépendantes, et elle s'est fait arracher le petit doigt en faisant du ski nautique. Bon, bah, c'est terrible, mais j'ai envie de dire, pour être psychologue, faire des groupes de parole, etc., elle n'est pas en situation de handicap. Par contre, ça aurait été une pianiste, une concertiste qui gagnait sa vie en réalisant quelques dizaines de concerts par an. Là, elle aurait été franchement en situation de handicap. C'est ça qui est vraiment très important à noter, c'est que on ne peut plus dire la personne est handicapée. C'est très moche, c'est stigmatisant, c'est presque péjoratif, etc. Dire personne handicapée, bon, c'est déjà mieux, c'est qu'il y a la personne qui est là, mais il y a toujours l'étiquette qui est collée sur le front, il y a le stigmate qui sous-entendrait que la personne pourrait être en situation de handicap dans tous les registres de sa vie. Or, on voit bien que c'est complètement faux. Parce qu'une personne qui peut être tétraplégique pourra, par exemple, ne pas être du tout en situation de handicap pour sa sexualité ou d'autres domaines, etc. Ou si elle a un véhicule adapté ou une synthèse vocale, elle ne sera plus en situation de handicap. Et c'est un petit peu ce qu'on veut vous montrer ce soir avec Françoise. On veut vous montrer des éléments qui sont des éléments facilitateurs qui vont permettre justement de faire en sorte que les personnes qui ont des besoins spécifiques en termes de compréhension, d'accessibilité à l'information, et en particulier en ce qui concerne les virus, la Covid-19 ou le VIH-Sida, bien sûr, puissent effectivement adopter des comportements de protection pour eux-mêmes et pour les autres. Donc ça, c'est vraiment important. Le handicap, ce n'est donc pas un état qui est figé évolutif, mais c'est bien une notion qui est relative et qui est variable en fonction du contexte et de l'environnement. Et cet état pourra tout à fait être modifié si on réduit les déficiences, ou si on développe des aptitudes, ou si on adapte l'environnement et l'information. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, passons. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait cette. Voilà, ce qui est inacceptable, c'est que ce soit inaccessible. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment une démarche très fondamentale, c'est de rendre accessible l'information au plus grand nombre d'entre nous pour que tous et toutes, et les autres, on puisse accéder au même niveau d'information en ce qui concerne, puisque c'est notre thème, la lutte contre les virus, etc. Merci. Alors, rendre accessible l'information, ça veut dire expliquer les mesures sanitaires. Notre président devrait prendre la parole là, dans 35 minutes et il va nous donner toute une liste certainement de mesures sanitaires, de limitations. Et un petit peu comme d'ailleurs toutes les communications du gouvernement, les communications ministérielles, présidentielles, etc., elles sont désormais rendues accessibles
avec ce qu'on appelle le FALC, le facile à lire et à comprendre, mais on y reviendra dans quelques instants. Alors, on voulait vous présenter avec Françoise un outil qui a beaucoup circulé et qui a été réalisé par une association qui s'appelle Santé BD, santébd.org, et qui a par exemple fait une petite affiche ou une petite BD également pour mettre son masque, mais il y en a bien d'autres aussi pour se laver les mains, etc. On en verra quelques-uns. Je suis désolé de casser l'ambiance, mais bon, en cette période un petit peu complexe, on va quand même rester sur la Covid et les mesures sanitaires. Donc, vous voyez que les choses sont très claires. En fait, on a effectivement détaillé chaque action pour que la personne elle puisse tout à fait être autonome. Et c'est vraiment l'objectif. C'est un obstacle. Lorsqu'on a levé tous les obstacles, la personne devient autonome et va pouvoir se gérer par elle-même. L'autonomie, c'est c'est choisir par soi-même, c'est imaginer par soi-même, choisir ce qu'on a envie de faire. L'indépendance, c'est faire par soi-même. Donc, pour être indépendant, il faut d'abord être autonome dans sa tête et qu'on nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et là, ce que je vous dis sur la Covid, ça peut tout à fait, effectivement, se transposer au VIH/SIDA, mais on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez. Donc, cette application Santé BD qui est faite par l'association Coactis, c'est une application qu'on va pouvoir trouver sur les smartphones, les tablettes, etc., avec pour objectif que les personnes soient vraiment le plus indépendantes possible, qu'elles n'aient pas besoin de papa, maman, des éducateurs, éducatrices, et qu'elles puissent ainsi accéder à un niveau d'information et de compréhension qui les rende tout à fait indépendantes. Quand on va sur l'application santébd.org, eh bien, on va voir qu'il y a plein de fiches, en fait. Il y a plus de 50, il y en a peut-être 70 maintenant, des fiches qui sont téléchargeables et gratuites et qu'on peut trouver en PDF. Donc, si vous avez besoin, vous demanderez à Aïda, effectivement, elle en a beaucoup déjà, elle pourra vous les transmettre, ou alors vous chercherez directement sur le site dont l'adresse est indiquée en bas de cette diapo, santébd.org. Alors, pour aller chercher des informations sur la sexualité et la contraception, l'association a souhaité mettre une restriction d'âge, une limite d'âge, ce qui n'est pas le cas pour les autres fiches. Dans les fiches, vous allez trouver mais vraiment tout, que ce soit vraiment une opération de l'appendicite, n'importe quoi, le dentiste, bon, le gynécologue bien sûr, voilà, mais il n'y a pas que des fiches sur la vie affective et sexuelle, il y a beaucoup d'autres choses possibles. Alors, comment ça se passe pour pouvoir effectivement avancer et télécharger les fiches? Vous allez, et c'est ça qui est intéressant, vous allez devoir choisir si vous voulez que votre médecin soit un homme ou une femme. Vous choisissez si votre médecin est un homme ou une femme, puis ensuite, vous choisissez si vous êtes un garçon ou une fille, un homme ou une femme, et quelles sont vos particularités physiques. Et ainsi, vous allez pouvoir télécharger un PDF d'une vingtaine ou trentaine de pages qui est tout à fait lisible et accessible. Et vous aurez également des liens qui vous amèneront sur une chaîne YouTube de Santé BD. Alors là, effectivement, vous voyez que soigner une carie, préparation d'anesthésie générale, perfusion, prise de sang, IRM, on est malheureusement peut-être pas forcément loin des soins liés à la Covid-19, mais on n'est plus sur le virus. Il y a d'autres fiches qui sont sur le virus. Donc voilà détaillé, ça c'est mon smartphone, l'application effectivement qu'on peut trouver. Donc on clique sur Santé BD et on va avoir effectivement un menu qui est très simple. On rentre son profil et ensuite, on choisit la spécialité, gynéco, maladie, etc. Donc vous avez Covid, vous avez virus, vous avez plein de choses, dentiste, etc. Donc, ce que je vous disais, vous personnalisez votre fiche. Vous dites si vous êtes un garçon, si vous êtes une fille. Moi, j'avais choisi la puberté, ou je l'avais fait. Et puis là, on vous demande, il y a cette petite restriction d'âge. Quel âge vous avez pour éviter que des gamins qui ne sont pas encore prêts à avoir ces informations y aient accès. Vous choisissez si vous souhaitez que le professionnel de santé soit un homme ou une femme, ou alors vous dites je ne sais pas, ça n'a pas une grosse importance. Et puis ensuite, vous avez vu que vous pouvez spécifier vos besoins si vous êtes une personne sourde malentendante, avec TSA, avec des troubles de compréhension, d'aphasie, si vous êtes en fauteuil. Donc, les illustrations représenteront des personnes en fauteuil, si vous êtes malvoyant, etc., etc.
Et puis, hop, puberté. Bon, bah, je choisis puberté garçon. Hop, vous avez les différents chapitres qui apparaissent et vous allez pouvoir consulter à votre rythme. L'intérêt, c'est que vous avez du gros caractère, hein, et que même pour les personnes qui ont des difficultés, elles vont pouvoir le lire. Donc, si vous voulez, je pense qu'à Action Sida Martinique, ils ont notre PowerPoint qu'on a réalisé avec Françoise. Vous demanderez à Aïda, mais je pense que enfin, si Françoise est Oui, d'accord, c'est tout à fait possible de vous le transférer. il n'y a Et pas de, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de il y a problème. pas de souci. Comme dit François, donc, on a collaboré ensemble sur la formation handicap et sexualité. Et donc, on a toutes sortes de documents, et notamment Santé BD, Coactis, et puis aussi les diaporamas par rapport à la formation. Donc, si vous en avez besoin d'informations, je peux tout à fait vous les transmettre. De toute façon, on pourra en reparler, Ida, parce qu'il y a un cycle de formation qui devrait débuter si Au mois de j'allais dire Dieu novembre, le veut, si Macron le veut, hein, parce que je ne sais pas comment on fera. mais Mais alors, ce sera en visio quand même. Donc, ça sera en visio. Ouais, on c'est vrai sera en qu'on a visio. prévu une journée en présentiel, mais bon, on va, Ça risque d'être chaud. on va s'adapter, comme on Oh sait ouais, très bien le faire. Comme là, actuellement, on s'adapte. Donc, pour la formation, c'est vrai que je veux dire, la situation actuelle nous a amené à modifier nos pratiques, et notamment la formation qu'on donnait en présentiel, parce que la formation handicap et sexualité, c'est à destination des professionnels des secteurs médicaux, sociaux et éducatifs, pour notamment améliorer, hein, les compétences et la prise en charge des personnes en situation de handicap, soit en établissement ou à leur domicile. Et c'était une formation sur 4 jours en présentiel à l'association. Donc, on a dû modifier tout ça pour que, justement, on puisse le faire via Zoom aussi, hein, Zoom et sur une plateforme en ligne. Donc, on n'a pas le choix, hein. Donc, depuis lundi, on en parle dans ces les différents rendez-vous. On devra s'adapter à cette situation-là. Et la formation, ça en fait partie. Il y a pas Ça de aussi, souci. la réduction des risques et des dommages. Ouais. Aussi. Ouais, ouais. Du coup, si vous demandez à Ida, elle vous transmettra donc ce PowerPoint et si vous cliquez sur les petits icônes là, PDF, vous aurez tous les PDF de Santé BD qui concernaient la contraception, l'autopalpation des seins, la puberté, etc. On va voir d'autres outils, il n'y a pas de souci. Alors avec Françoise, on souhaitait aussi vous parler, mais très rapidement, hein, vous m'arrêtez si je suis trop bavard, parce que Ida, elle le sait que je suis très bavard, donc Françoise pas encore, c'est la première fois qu'on bosse ensemble. Mais... Il n'y a pas de Non, mais souci. Moi, j'aime écouter. je t'arrête pas. Moi, tu es l'intervenant. Donc, quand je vais voir que bon, c'est le temps de t'arrêter ou des questions, je vais t'arrêter. Hein, tu sais déjà. Ouais, ça marche. Donc, je vais vous parler du FALC. En fait, tout à l'heure, on vous disait que, en fait, tous les textes officiels des ministères, etc., aujourd'hui, doivent être traduits en facile à lire, à comprendre, puisque c'est la signification de cet acronyme, pardon. Donc, c'est vraiment une volonté européenne, hein. C'est vraiment un gros travail qui a été fait pour faciliter la lecture des personnes qui sont soit dyslexiques, soit malvoyantes, mais aussi des personnes qui sont soit des personnes migrantes, étrangères, qui maîtrisent mal la langue, ou des personnes qui ont du mal, effectivement, à lire correctement. Donc, c'est aussi pour aider les personnes en situation de handicap mental d'avoir un texte qui est en version simplifiée. Et l'objectif de ce nouveau moyen de communication, c'est vraiment de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir utiliser ce langage commun et puis simplifier afin de se faire comprendre et de comprendre l'information. Et aujourd'hui, vraiment, ça se développe de plus en plus. On va en parler un petit peu puisque ça paraît complexe au début, mais il y a une cinquantaine de règles, mais les 5 plus grandes règles à respecter sont les suivantes, hein. Il faut utiliser des mots d'usage courant. Il ne faut pas faire du jargon médical, du jargon psy, etc.
Par exemple, on ne dit pas mouchoir à usage unique, parce que usage et unique, c'est compliqué à comprendre pour certaines personnes avec des besoins spécifiques. On dira des mouchoirs en papier ou des choses comme ça. On fera toujours des phrases courtes. Alors, vous vous rendez compte que pour moi, c'est difficile, hein, mais voilà. On va toujours associer aussi des pictogrammes au texte. Et là, il y a des banques de pictogrammes qui sont gratuits. On n'en a pas parlé avec Françoise, mais par exemple, il y a un site belge qui s'appelle sclera.be qui a toute une bibliothèque de milliers de pictogrammes gratuits, dont pas mal qui sont sur la vie affective et sexuelle. Donc, ça s'appelle Sclera, S-C-E-R-A, S-C-L-E-R-A.be, puisque c'est un site belge. Voilà. Sclera.be. Donc, il faut aussi clarifier la mise en page et la rendre facile à suivre à travers une typographie qui est simple, hein, et on n'a pas le choix de police, ampoulée, etc. Les lettres sont toutes en minuscules et il n'y a pas trop de couleurs, hein. Il faut vraiment des contrastes de couleurs très forts, du noir sur du blanc. Voilà. Et puis, on va à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller à l'essentiel. Si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer de la même manière sur les petits liens qui sont présents ici, là, ou aller directement sur les petits PDF, là, les petits fascicules. Et si ça vous intéresse, vous pourrez lire. Voilà. Par contre, pour avoir le droit d'opposer le logo qui est présent ici, il faut vraiment que ce soit les personnes concernées qui relisent le texte, le document que vous avez fait. Parce qu'on n'a pas le droit, nous, tout seuls de notre côté, professionnels de l'accompagnement et du soin, de mettre le logo si on a l'impression que c'est OK, etc. On doit le faire relire à une personne avec déficience intellectuelle, par exemple, qui va nous dire « Ouais, François, c'est bon, je comprends, tu peux mettre le logo, c'est OK maintenant. » Voilà. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant que, en fait, c'est les compétences des personnes concernées, hein, qui vont nous aider à rédiger le texte en FALC, le traduire. Donc, par exemple, on ne dira pas les organes génitaux masculins, c'est trop compliqué. On dira le sexe de l'homme et on mettra le picto à côté pour comprendre. On ne dira pas les organes génitaux féminins, on dira le sexe de la femme avec le picto correspondant, etc. François, excuse-moi, je voulais juste faire une petite intervention, hein. Juste, si tu peux remettre la diapo précédente. Voilà, celle-là. Donc, en fait, hein, par rapport à ce que dit, oui, je pense qu'on m'entend, ce que dit François, effectivement, c'est important d'avoir une facilité, j'ai envie de dire, d'expression quand on a affaire à des publics, hein, effectivement, qui ont des difficultés justement à comprendre, hein, que ce soit étrangers ou avec handicap. Et effectivement, il faut que les informations soient le plus simples possible. Hein, donc, et c'est vrai que cette méthode, enfin FALC, est pratique. Alors, pour les personnes effectivement en difficulté, mais des fois même, j'ai envie de dire, pour les jeunes enfants. Et je crois qu'il faut vraiment des fois adapter nos façons de communiquer en fonction des publics à qui nous avons affaire. Puisque l'important, c'est qu'on a un message à faire passer, que ce message soit transmis, et à partir de là, s'assurer que la personne a bien compris. Donc, voilà, hein, c'était un petit peu accentuer ça, parce que c'est vrai que on oublie, hein, on veut souvent que l'autre soit identique à nous, alors que ce n'est pas ça. On a un public qui est différent, et c'est à nous justement à nous adapter pour que le message que l'on a à faire passer soit compris de ce public-là. Hein, donc, c'était voilà, un petit rajout. Ouais, complètement, c'est tout à fait juste, hein. Et ce biais, c'est un nom, c'est le validisme. C'est-à-dire qu'on pense que nos propres conceptions, notre manière de présenter les choses, elle peut être comprise par des personnes qui ont des besoins spécifiques. Non, hein, il faut aussi se départir de nos lunettes de valide et accepter que les personnes vont peut-être pas saisir les mêmes choses que nous, au même niveau, etc. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est que pendant très longtemps, pendant des décennies, on a eu tendance à ultra simplifier les informations qui étaient transmises aux personnes avec déficience intellectuelle, par exemple, parce qu'on estimait qu'elles n'avaient pas à comprendre. Or, les personnes, elles ont soif de connaissances, elles ont envie d'avoir des informations. Ce qu'elles souhaitent, c'est qu'on les rende accessibles. Donc, ce n'est pas limiter les informations, mais c'est les rendre accessibles qui est absolument fondamental. Et à cet effet… J'imagine justement François et Oui. Françoise, justement, mais j'imagine que vous allez en parler, justement, de l'importance de l'éducation à la sexualité, de donner, de transmettre ces informations-là. Les exemples arrivent.
On va faire plein d'exemples et on va même voir, je vais spoiler, on va même voir une petite vidéo de 3 minutes sur le VIH-Sida. Voilà, si vous êtes d'accord. Super. Ouais, il faut pas, bon, je te connais, François, il ne faut pas que la vidéo soit, tu vois, Ah non, elle n'est pas trop chaude, elle est tout à fait correcte. on reste Ah, ça y correct est, quand même. on On va commence à rester correct. flipper, hein, ouais. Mais quelle réputation tu me fais? Mais Oh c'est là. très bien. Alors, allez, on va présenter une petite revue qui sera bientôt présente à Action Sida Martinique, en fait. Hein. Il faut qu'on trouve les moyens de la faire venir dans les valises diplomatiques ou autres. Mais Hein. ça y est, ils nous ont répondu, hein, c'est juste une Ah, parenthèse. nickel. Ils nous ont répondu sur les frais de port. Donc, Et c'est pas mais, excessif parce que pas excessif. l'accessibilité, c'est aussi l'argent. Hein. Ouais. Tout à fait. Mais bon, c'est comme c'est une ADAPI qui fait j'existe et je veux. Donc, Mm. et comme plusieurs structures, il y a beaucoup de structures qui sont en difficulté actuellement. Donc, je pense que c'est pas évident pour eux aussi. Ouais, c'est sûr. Alors là, voici cette revue, si vous voulez bien, on va voir un petit peu. Donc, vous voyez, c'est une revue trimestrielle, en fait. Et l'objectif, c'est de proposer aux personnes en situation de handicap des informations sur la sexualité avec un outil qui est à la fois adapté, accessible et ludique. C'est assez amusant. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que Ida vient de dire, c'est que c'est l'ADAPI du Var, Var Méditerranée. C'est un établissement qui est à la Valette du Var. Et leur boulot, pour les résidents, les résidentes, c'est de créer eh bien, cette revue trimestrielle. Chaque trimestre, ils sortent une revue. Ça fait 4 ou 5 ans que ça existe, donc ouais, c'est même pas plus, hein, une vingtaine de numéros. Voilà. Le prix, il est tout à fait correct. Je crois qu'ils ont commencé à 4 euros et quelques. Aujourd'hui, c'est 5 euros, peut-être 20 ou 30, je ne sais plus, Ida pourra le dire. Donc, vous voyez, c'est quand même correct. Hein. Voilà. C'est un magazine qui a quand même une vingtaine de pages, qui est assez complet, qui est très sérieux et qui ne parle que de la vie affective et sexuelle. Et ça, c'est vraiment important, qui est fait par les personnes, pour les personnes. Donc, à chaque fois, il y a un thème qui est le thème du journal, avec effectivement, par exemple, c'est quoi aimer, savoir dire non, se rencontrer, la contraception, le VIH, etc. Et puis, il y a également une partie qui va exposer l'anatomie ou la physiologie, une partie du corps. Ça peut être l'ouïe, ça peut être le goût, ça peut être les organes génitaux dans les premiers numéros, etc. Vous avez aussi quelque chose qui plaît beaucoup aux personnes en situation de handicap et qu'on voit peu, c'est un roman photo. En fait, ce sont les personnes qui ont souhaité faire une double page et il y a des romans photos qui présentent, là on voit des couples célèbres, Romeo et Juliette, Bonnie and Clyde, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, c'est grâce à une stagiaire qui est venue dans l'établissement et qui voulait proposer de faire des petites vidéos aux personnes en situation de handicap. Et les personnes, en fait, elles n'ont pas été d'accord. Elles ont dit non, mais nous, ce qu'on préférerait, c'est avoir une revue qu'on puisse regarder tranquille, quoi, quand on est tout seul dans notre chambre, etc. Et y avoir accès quand on veut. Et c'est plus simple pour nous, ça va moins vite, etc. Donc vraiment, c'est rendre l'information sur la vie affective et sexuelle qui est disponible, faire participer les personnes, on est sur la participation réelle des personnes, il faut créer des débats, lever des tabous et créer un support qui peut servir d'outil pédagogique. Alors lever les tabous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un des obstacles majeurs pour parler de prévention, c'est imaginer que les personnes en situation de handicap ne seraient pas concernées par la vie intime, affective et sexuelle. Si on est dans nos propres croyances en tant que professionnels, eh bien, on ne va jamais pouvoir s'adresser aux personnes puisqu'on imagine que les personnes en situation de handicap n'ont pas de sexualité. Vous voyez bien que ça serait un obstacle majeur et qui va surhandicaper, survulnérabiliser les personnes. Et en termes de réduction des risques et des dommages, c'est extrêmement dommageable. J'avance un petit peu pour vous parler d'une autre collection, qui est la collection Pour comprendre de Santé publique France. Donc, Santé publique France, c'est le ministère, on les entend beaucoup en ce moment, hein, beaucoup trop, on dirait, hein, même avec la Covid-21, toutes les annonces santé publique, etc. Mais Santé publique C'est France, l'agence, hein, je veux dire, c'est l'agence, entre guillemets, de prévention aussi. Donc, ils éditent beaucoup de documents et ils le faisaient même avant le Covid. Donc, je veux dire, même pour nous, Action Sida Martinique, la plupart des documents qu'on donne à l'association proviennent de Santé publique France. Voilà. donc, du coup, ça veut dire que c'est du matériel qui est validé. Ce n'est pas du matériel qui est fait dans une association, par un sexo, dans son Tout salon, dans son... seul. etc.
tout seul dans son salon. Mais c'est validé par les sexos, notamment mais, pour comprendre Et ma par le sexualité, pour ministère de la Santé comprendre. aussi. Ouais. Ouais. Alors justement, je vais passer un petit peu parce que je commence à être long, etc. Mais vous voyez que là, on n'est plus dans le FALC, le facile à comprendre, mais on est dans ce qu'on appelle la conception universelle. Donc, il n'y aura pas le petit logo FALC, le logo handicap. L'idée, c'était de proposer en fait des informations auxquelles tous et toutes, on va pouvoir accéder sans que ce soit stigmatisé, handicap ou autre. Et ça, c'est vraiment très important. Pareil, vous aurez tous les liens, hein, il suffit de cliquer sur les petits liens. Donc, moi, j'ai participé au titre de sexologue, justement, et dans le cadre du Centre ressources handicap et sexualité, à la réalisation de ces 4 petites vidéos qui parlent de la sexualité avec le planning familial de Marseille, ma collègue qui s'appelle Milena Rafaillac, et puis aussi Médecins du Monde. Voilà. On ne va pas voir ces petites vidéos, mais elles sont toutes disponibles si vous cliquez sur les diapos, hein. Par contre, ce qu'on va vous proposer, c'est de voir la première vidéo qui est soft, je tiens à le dire, hein, pour Ida, et qui parle du VIH-Sida. Et on va voir la version qui est en LSF. Parce que lorsqu'on va sur le site de Santé publique France, on voit donc effectivement cette présentation sur les vidéos, et mettons pour le VIH-Sida, donc il y en a 4, hein, comme pour la sexualité pour comprendre. Et on voit très bien qu'on peut choisir donc, le volume, ça c'est normal. On peut choisir aussi de mettre les sous-titres ou non. On peut choisir d'avoir la LSF, hein, donc la traduction en langue des signes française. On peut choisir d'avoir effectivement l'audio-description pour les personnes déficientes visuelles, etc. On peut également avoir ralentir la vitesse des vidéos ou l'accélérer, hein. Donc, vous voyez que ça rend très accessible en fonction des besoins spécifiques. L'idée, c'est de lever tous les obstacles et d'amener que des éléments facilitateurs. Donc, on va croiser les doigts en espérant que ça Mais marche. François, si je peux me permettre, Oui. en attendant que tu cliques sur, sur la vidéo, moi, je les utilise, hein, ces vidéos-là, et c'est accessible. On peut utiliser avec les jeunes, on peut utiliser avec tout type de public, en fait. Et notamment, celle qui va vous montrer le virus du sida, ça va permettre de comprendre, je veux dire, facilement l'information. Donc, Voilà. c'est pas juste, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas seulement ciblé, c'est pas ciblé que pour les handicaps mentaux ou handicap physique, c'est pour tout public en fait. Donc, même si tu finis un atelier, tu as parlé du VIH, du sida, tu peux mettre cette vidéo-là à la fin juste pour résumer ce que tu as dit, par exemple. Donc, moi, je trouve ça super intéressant, ces mini-vidéos. Alors, du coup, je passe que la première parce qu'on n'a pas le temps, et puis aussi parce que ça peut être très explicite, hein. Vous regarderez si vous avez envie, mais il y en a d'autres qui vont exposer les pratiques sexuelles, et ce n'est pas parce que c'est accessible que ce n'est pas explicite. Alors, vous ne craignez rien, c'est des petits dessins, hein, comme les pubs pour la Maïf. Donc, je teste la projection, et puis on se retrouve dans 3 minutes, si vous voulez bien. Le virus du sida, il faut le connaître. Ah, pardon. C'est quoi en fait le VIH? C'est un virus. Tu sais, le virus qui peut donner le sida. Ah oui, le VIH, c'est le virus du sida. Le virus du sida se transmet d'une personne à une autre. Si on a le virus du sida, il attaque lentement les défenses de notre corps qui servent à nous protéger des microbes et des maladies. Quand les défenses deviennent trop faibles, on dit alors qu'on est malade du sida. On peut attraper des maladies très graves et on peut mourir. Mais heureusement, pour les personnes qui ont le virus du sida, il existe des médicaments qui permettent de rester en forme. Ces médicaments permettent de ne pas être malade du sida, d'avoir une vie amoureuse et sexuelle, et aussi d'avoir des enfants en bonne santé. Donc, comme je vais bien, c'est que j'ai pas le virus du sida. Ah non, attention. Tu peux avoir le virus du sida et ne pas te sentir malade pendant des années. Ah bon? Mais alors si je vais bien, comment je fais pour être sûr que j'ai pas le virus du sida? Faut juste faire le test. Ah, mais ça me fait peur moi les tests. T'inquiète pas, ça va bien se passer.
Mais il ne faut pas rester sans savoir parce que si tu sais que tu as le virus du sida, tu pourras être soigné avec des médicaments. En plus, tu pourras faire attention de ne pas le transmettre à quelqu'un. Ah d'accord. Allez, c'est important, je viens avec toi faire le test. Oui, il est important de savoir si on a le virus du sida ou pas. Pour savoir si on a le virus du sida, il faut faire un test qu'on appelle dépistage. Si le dépistage est négatif, on dit qu'on est séronégatif. Ça veut dire qu'on n'a pas le virus. Si le dépistage est positif, on dit qu'on est séropositif. Ça veut dire qu'on a le virus. Alors, il faut aller voir un médecin rapidement. Ah, tu vois, t'as bien fait de faire le test. Oui, c'est vrai. C'est mieux de savoir, non? Oui, et puis c'est la seule façon de savoir si on a ou pas le virus du sida. Le virus du sida, il faut savoir si on l'a ou pas, pour se soigner et pour ne pas le transmettre aux autres. Pour avoir des réponses sur le virus du sida, parlez-en à un médecin. Connectez-vous sur sidainfoservice.org ou appelez le 0800 840 800. Voilà. C'est bon pour vous? Parfait, c'est très bien. Moi, je suis une fan de ces vidéos-là parce que, notamment pour l'avoir ici, pour l'utiliser, je veux dire, dans le cadre de mes interventions, je l'ai utilisé une fois dans un ESAT et justement, il y avait un participant qui était malentendant et le fait d'avoir justement la version, c'est ça, langue des signes. Donc, j'ai vu l'expression dans le visage de la personne qui disait, bon, enfin, il y a quelque chose que je peux comprendre. On s'adresse à moi. Voilà, Ouais. on s'adresse à moi. Parce que c'est vrai que dans l'intervention, c'est un peu compliqué. Bon, il y a une traductrice aussi qui signait. Mais la vidéo aussi, c'est justement, elle était vraiment connectée par rapport à la vidéo. Donc, ça faisait du sens pour elle, voilà, pour cette personne-là. Alors, je voulais compléter un petit peu la vidéo qui est très bien, justement, très bien faite. Et en fait, pour un petit peu aussi revenir à ce qu'on disait tout à l'heure dans la compréhension, de s'assurer quand on utilise des supports. Et en fait, je disais ça à François et c'est l'année où j'étais intervenue à Action Sida, donc j'avais consulté là des petites documentations et notamment donc alors surtout pour les personnes sourdes, enfin malentendantes, dans l'interprétation des mots. Et en fait, bon, quand on est positif, effectivement, c'est qu'on est atteint de la maladie. Et des fois, il peut y avoir une mauvaise interprétation du sens positif où on pense que bon, ben, positif, c'est bon, c'est OK, et je ne me protège pas. Donc, en fait, il faut faire attention, effectivement. Donc, bon, il y a une traduction, et puis s'assurer, comme je dis toujours, voilà, que la personne comprend bien le message. Et effectivement, quand on est positif du virus, c'est qu'en fait, on est atteint. On est malade, donc à ce moment-là, c'est des précautions qu'il faut prendre doublement. Donc voilà, donc c'était la petite précision que je voulais donner, voilà, dans un petit peu la compréhension des mots. Donc voilà. Donc, ça revient aussi, je pense, à ce que Cédrine aussi avait abordé hier avec les enfants, dans le sens où peut-être comment expliquer justement ce virus qu'on ne voit pas, comment expliquer ça justement à ces personnes-là, justement par rapport à leur maturité, par rapport à leur compréhension aussi. Donc ça permet, comme dit Françoise, de justement mettre des mots, mettre des images sur ce qu'on ne voit pas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à la dimension symbolique, etc., et qui ne se représentent pas la maladie, qui ne se représentent pas la mort. Hein. Alors, en plus, les enfants, c'est normal. Quand on est enfant ou adolescent, on ne se représente pas la maladie, la vieillesse, la mort. Ce serait presque pathologique. Hein. Mais il y a des personnes en situation de handicap, même âgées, qui ont beaucoup de mal à concevoir ce que peut être la maladie, la mort, etc. Donc, ça va effectivement demander d'avoir d'autres approches qui soient spécifiques. Et je vais laisser à Françoise le soin d'avancer. Alors, je ne sais pas, Françoise, est-ce que tu veux prendre la main sur le PowerPoint ou je continue à faire les diapos? Je n'entends pas, Françoise. Excuse-moi. Je disais, je ne sais pas si j'ai accès là justement sur le PowerPoint. Bon, je le vois, mais est-ce que je peux le faire avancer à mon niveau?
Est-ce que Ida, elle peut lancer de votre côté, non? Euh... Sinon, j'avance, hein. Il y avait, Allez, bon, on va se le faire à la bonne Oui, franquette. On se le fait à la bonne oui, franquette. Les Françoises Sinon, non, font la sinon, bonne il faudrait que franquette. tu arrêtes, enfin, sinon, il faudra Voilà. arrêter parce ton qu'en fait, j'ai partage pour que je puisse partager, non? Allez, j'arrête mon partage. On fait une petite Ok. pause, juste voilà, le temps qu'Ida puisse. S'organiser, ouais. Et puis Alors, ensuite, j'en profite pour dire aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que c'est vraiment intéressant. Je sais que François, il est assez passionné dans ce qu'il dit. Et des fois, on peut être, je ne vais pas dire omnubilé, mais on peut avoir des questions à poser, notamment. Bon, moi aussi, je commence à avoir un problème de Françoise, tu vois, alors attends, alors, parce qu'en fait, je ne sais pas si j'ai là. Attends, déjà, je suis sortie là. voilà. Excusez-nous. Alors, non, je pense que François, va falloir que tu remettes allez, je reprends. Ça va être plus On simple va, comme ça. on va Parce se que moi, faire mon cool, hein. Ethernet, il a juste. Pas mon Ethernet, mais mon Google Chrome, il s'est redémarré là. D'accord. Ah, je Voilà. vois que dans les chats, il y a des gens qui ont apprécié la vidéo, en Tout fait, à hein. fait. Je vous invite à aller voir le reste. Ouais. Donc, alors du coup, Alors, Donc, c'est attendez. vrai que ce sont des documents que peut-être je dis que le grand public ne connaît pas. Est-ce que justement les personnes qui sont aidants familiaux attends, ou j'ai qu'ils perdu ont le fil. justement, comment ils font pour avoir accès à ces documents-là, François? Alors, c'est Les gratuit, hein, normalement. familles, par On va sur, exemple. sur le site de Santé publique France et puis vous allez aussi sur le site du CRS, du Centre ressources handicap et sexualité. Je n'ai pas mis de diapo, je n'ai même pas mis le lien, etc. Je le mettrai si vous voulez, vous demanderez à Aïda. Et là, en fait, on a un centre ressources multimédia, donc on a recensé quand même beaucoup d'outils. Vous pouvez aller également sur la page YouTube du CRS, CERHES, et vous allez trouver ainsi toutes ces vidéos, elles sont archivées en fait. Il y en a bien d'autres. Il y en a d'autres sur le consentement, il y en a d'autres sur les autres IST, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur les violences à caractère sexuel également. Là, on se cantonne vraiment au virus, quoi, à la Covid, mais vous les trouvez très facilement. Ce que je ferai, c'est que Ouida peut-être le mettra sur le PowerPoint, elle pourra mettre l'adresse du site du CRS et comme ça, vous aurez vraiment accès à tout. Pour Santé publique France, il suffira de cliquer sur les liens, hein, je vous les ai mis, donc il n'y a aucun souci, vous les trouverez sans difficulté. On va voir pour justement transmettre, je pense, des supports, notamment ton diapo, comme on l'a dit au début, aux personnes qui ont participé à ce webinaire. Très bien. Alors, Françoise, du coup, t'es prête? Françoise, voilà. Oui? Et c'est François qui doit faire avancer, puisque je l'ai Ouais. pas. Il faut que tu mettes ton micro, Françoise. Attends. Ton micro. Oui. Alors, l'idée, c'était de s'ouvrir à d'autres publics pendant que Françoise met son micro, en fait. Voilà. Voilà, je cliquais sur le mauvais. Nickel. Attends, Et on va commencer avec attends, les masques. attends, j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas ce que je fais. Pourquoi Alors, je ne fais prenez pas peur, c'est notre ministre en charge des personnes handicapées, hein, c'est Sophie Cluzel. Voilà, c'est le direct, c'est normal. Voilà. Donc, ben oui, bon, fait, pour prendre un petit peu, donc je n'aurai pas forcément la même élocution que toi, François, mais je vais essayer de parler pour qu'on me comprenne. Non, voilà, donc c'est vrai qu'on parlait hein, effectivement bon, des supports. Hein, donc, bon, on est à l'ère du Covid avec les masques hein, donc, et les protections. Et c'est vrai que bon, ben, quand on a affaire à des publics en difficulté, hein, ben, il faut faire attention justement aux masques. Alors bon, comme je disais, moi j'interviens actuellement, enfin, je travaille dans un milieu où c'est plus actuellement les personnes autistes. Et c'est vrai que les personnes autistes
sont très sensibles au visage, en fait, voilà, hein, aux mimiques, etc. Et quand on met un masque eh ben, qui vous couvre le nez, qui vous couvre la bouche, qui couvre une bonne partie de votre visage, eh ben, vous changez complètement de physionomie et ça peut être très perturbant pour ces personnes. Et c'est vrai qu'il faut essayer d'adapter au maximum. Donc, il faut se protéger, mais effectivement, avoir un outil hein, qui permette de voir. Et c'était aussi une revendication de la part des personnes auditives, hein, déficientes auditives, qui disaient effectivement le masque, mais nous, on a besoin de voir vos lèvres. Et voilà, donc effectivement, donc, je crois qu'ils sont homologués maintenant, ces masques, parce qu'à un moment donné, ça posait un souci. Mais voilà, donc les masques, où effectivement, on peut quand même avoir une protection et voir le visage. Donc là, pareil, hein, donc ça reprend un petit peu des diapos qu'on a vus tout à l'heure. Donc, comment mettre le masque, utiliser la visière. Hein. Donc, alors, ça a été fait effectivement, ces petites images ont été faites par un autre centre de ressources, hein, le Centre ressources autisme de la Loire. Donc là aussi, hein, ce sont des supports qui sont accessibles. Donc, je pourrais donner également un lien où on peut avoir tous ces petits pictogrammes. Hein, donc voilà, donc on va mettre des consignes. Donc, comme je dis toujours et comme l'a dit François, il faut essayer d'être le plus simple possible. Hein, on n'a pas besoin d'employer des mots sophistiqués. Donc voilà, hein, donc une image qui montre, voilà, on se lave les mains, voilà, la visière, comment mettre la visière, donc enlever le masque, déposer son masque, se laver les mains. Hein, donc voilà, des petites images. Alors effectivement, donc des conseils pour les professionnels de l'accompagnement et du soin. Hein, donc voilà, donc alors toujours pareil, ce sont des supports qui ont été faits donc par un centre de ressources autisme, donc celui de la Bourgogne. Donc voilà, hein, professionnels soignants. Alors comme on dit, hein, on a affaire à des personnes en difficulté. Hein, donc en situation de handicap, et notamment pour l'autisme, hein, il faut tenir compte de pas mal de particularités, hein, donc les particularités sensorielles, hein, donc le toucher qui peut être très mal vécu, les odeurs, les bruits, donc les particularités cognitives, émotionnelles, donc autant de particularités qu'il faut prendre en compte hein, quand on a un message à faire passer. Donc, voilà, donc tu peux avancer. Voilà, donc là, effectivement, hein, ce qu'il faut faire, donc rester calme. Hein, on parle calmement, on est lent dans nos gestes, dans nos voix. On essaie, hein, donc on l'a vu tout à l'heure, de s'exprimer par des phrases simples, hein, des mots simples. Donc, en effet, alors là, c'est un petit peu les particularités chez les personnes autistes, mais je pense qu'on peut retrouver ça dans d'autres particularités, dans d'autres handicaps. Donc, on essaye de donner une consigne à la fois. Hein, donc, en fait, on n'est pas agité en lui disant, bon, tu prends la bouteille, tu prends le… Voilà. Hein, je parle, je ne touche pas en même temps. Donc, voilà, on attend que la personne ait bien compris le message que l'on veut faire passer. On essaye, si possible, effectivement, de dire toutes les étapes que l'on va faire. Hein, donc, si effectivement on doit prendre le masque, il est dans la boîte, je prends le masque dans la boîte, je l'enlève, je vais le mettre. Donc, on essaie de ne pas trop en rajouter. Donc, voilà, on peut être également un exemple. Hein, donc, s'il faut mettre le masque, donc comment le mettre? Donc, on va le mettre sur soi d'abord pour que l'autre puisse comprendre. Donc voilà, on va attendre que la personne ait compris et qu'elle accepte effectivement qu'on puisse, hein, si c'est le masque qu'on va utiliser, qu'elle puisse le mettre. Voilà, et puis effectivement, hein, on essaie de valoriser la personne. C'est très bien, bravo, tu as réussi, voilà. Hein, donc, on la rend effectivement actrice. Voilà, donc on peut s'appuyer également sur l'accompagnant. Hein, puis s'appuyer sur des outils qui vont aider à la communication, donc par des supports visuels, hein, parce qu'il faut savoir que les personnes autistes, ce sont des personnes qui sont visuelles avant tout. Donc, plutôt que de parler, des fois, on va essayer de montrer, de dessiner. Donc, en fonction du public qu'on a, si c'est des enfants, des adultes, donc ça peut être des dessins, ça peut être des mots. Bon, puis là, comme c'est un centre ressources, effectivement, qui a fait ce support, donc on peut également faire appel à cette structure.
Donc là, bon, le lavage des mains, hein, puisqu'on en parle beaucoup, hein, de toute façon, j'ai envie de dire dans tous les gestes de la vie quotidienne. Hein. Alors, tu penses que tu peux mettre la petite vidéo? Alors, c'est vrai que j'avais trouvé ça sympa là quand il y a eu le Covid, donc Google hein, en page d'accueil voilà, qui avait mis une petite animation. Tu penses? Voilà, donc. Voilà. J'avais trouvé ça sympa. Bon, on voyait en 30 secondes expliquer voilà, comment se laver les mains. Et puis, ouais, tu peux mettre la deuxième vidéo. Je crois qu'elle est. Alors, ça, c'est pareil. Donc, alors, ça, c'était pour expliquer hein, le Covid. Donc, c'est une petite animation belge hein, qui. Voilà. C'est bon, tu peux. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne... on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte. Hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et si se lavent les mains avant, hein? On fait quoi si se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qui est bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Voilà. Bon, c'était voilà, pour présenter à l'époque du confinement, mais bon, c'est voilà, c'est des petites animations ludiques, explicites, hein, puis qu'après on peut argumenter avec les enfants. Donc là, effectivement, bon, ben, on continue un petit peu dans l'accueil, hein, donc aux urgences. Ben, pareil, hein, donc on va utiliser donc, des supports. Hein, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le FALC, hein, facile à lire, à comprendre et à lire. Bon, ben voilà, donc là, on essaye d'imager, d'expliquer, voilà, des images hein, pour expliquer un petit peu toutes les étapes. Hein, donc voilà, le masque, donc c'est représenté. Hein, donc voilà, je dois mettre le masque, voilà, les constantes, voilà, donc voilà, donc vous voyez qu'en fait, au niveau des informations, hein, on essaie d'épurer au maximum. Hein, c'est vrai que bon, quand on a des messages à faire passer effectivement à des personnes en situation de handicap, voilà, il faut essayer d'être, j'ai envie de dire, le plus léger possible. Donc, on fait passer effectivement une information qui est importante, hein, que ce soit le Covid, le virus du sida ou quoi que ce soit. Mais voilà, mais on essaye en même temps de se mettre au niveau, bon, j'ai envie de dire de pas trop, enfin, je crois que tu as employé un petit mot tout à l'heure, le validisme, enfin, voilà, puis il ne faut pas trop non plus infantiliser, enfin, on a affaire à des publics, hein, voilà, donc on essaie d'adapter, l'important c'est que le message puisse être transmis, compris, hein, voilà, donc l'évaluation de la douleur effectivement pour les personnes avec TSA,
Donc, TSA, c'est trouble du spectre autistique, hein, donc c'est un terme un petit peu, voilà. Donc, ce sont des supports, hein, voilà, qui ont été faits. Donc, là, c'est pour la douleur, hein, comment exprimer la douleur. Donc, voilà, donc on a des échelles, hein, donc des échelles, voilà, où on va dire, hein, plus c'est élevé, mais forcément, c'est plus la douleur, elle est importante. Pardon. Donc, voilà. Bon, ça, ce sont des échelles. Bon, voilà, en fait, ce qui est important, voilà, hein, c'est effectivement au niveau du corps. Hein, donc, utiliser un petit peu à partir du corps. Hein, donc, quand l'enfant ou la personne en fait, a une représentation de son corps, si elle est capable un petit peu, hein, voilà, de pouvoir montrer hein, sur son corps, voilà, là où elle a mal. Hein, donc, voilà, donc tout ça se sont fait, voilà, hein, c'est pour expliquer que voilà, qu'il existe des choses que l'on peut mettre en place, hein, que l'on, voilà, hein, qu'il y a, voilà, il ne faut pas s'affoler, hein, on adapte, on essaye, voilà. Hein, alors l'expert n'est pas un préventologue, mais la personne qui vit une situation comportant un ou des facteurs de risque, hein, voilà, donc on peut, voilà, hein, il existe des choses maintenant pour expliquer, pour comprendre. Ça, merci François, c'est super important parce que l'idée, c'est pas de faire à la place des gens, mais faire de la place à leur possibilité d'être eux-mêmes des acteurs de la prévention. C'est vraiment la personne en situation de handicap qui est experte de sa propre vie. Hein. Et ce ne sera jamais nous, les préventologues, les merveilleux professionnels d'Action Sida Martinique, et merveilleuses, bien sûr, qui pourront protéger la terre entière ou la Martinique entière, c'est donner les moyens, le pouvoir aux gens pour qu'ils puissent se protéger et protéger les autres. Et c'est vraiment en ces temps de Covid, je trouve un bon moyen de revenir sur des fondamentaux. Hein. Donc c'est vraiment une question d'empowerment, redonner du pouvoir aux gens, même s'ils ont des besoins spécifiques, pour qu'ils puissent eux-mêmes, effectivement, réduire les risques pour eux et pour leur entourage. Et ça peut se faire qu'avec les personnes concernées. Vous savez, il y a des très beaux programmes de prévention qui ont coûté très cher, qui ont fait des gros flops, en fait, parce que ça ne parlait pas aux gens. Hein. Ils n'étaient pas touchés, ils n'étaient pas amusés, ce n'était pas ludique, ce n'était pas leur niveau de langage, etc. Et on a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. C'est ça, il faut l'accessibilité, hein, c'est ça. Hein, moi, j'avoue, bon, c'est vrai que je suis dans le milieu depuis presque 40 ans tout à l'heure, et c'est vrai que c'est important, voilà. Comme je dis, on n'infantilise pas, mais on s'assure que, voilà, que la personne comprend le message qu'on veut lui faire passer. Elle est là, elle est présente. C'est une personne avant l'handicap, hein, puisque j'interviens aussi des fois pour expliquer l'autisme. C'est une personne, hein, donc que ce soit l'autisme, la déficience auditive, la personne sur fauteuil. Voilà, ça reste une personne à part entière. Et à partir de là, bon, ben, on a un message à lui faire passer. Voilà, donc c'est important. C'est important. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut considérer que les savoirs profanes, ce que connaissent les gens de leur santé, de leur corps, de leur contexte de vie, etc., sont aussi importants que les savoirs des professionnels, hein, des acteurs de la prévention, des savoirs scientifiques, etc. Lorsqu'on infantilise, comme dit Françoise, ou qu'on prend les gens pour des pauvres airs qui ne sont pas capables, effectivement, de s'assumer tout seuls, eh bien, c'est là qu'on a effectivement beaucoup de risques qui sont accrus. Hein. Donc, manifester qu'on ne hiérarchise pas les savoirs profanes et les savoirs professionnels, c'est on manifeste qu'on va pouvoir partir des savoirs expérientiels. La manière dont la personne vit sa vie, bah, ce n'est pas la même chose, effectivement, à Dillon ou à Lyon, par exemple, c'est pas le même contexte. Et le même message de prévention ne pourra pas porter de la même manière si on pense qu'effectivement, ça doit s'appliquer à tous et à toutes et aux autres, quel que soit le niveau de vie, les conditions de vie, etc., et les besoins spécifiques. Il faut vraiment considérer que c'est la personne elle-même qui doit être empouvoirée, comme disent les Canadiens. Hein, on doit redonner du pouvoir, c'est spécial IDA ça, redonner du pouvoir aux personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes effectivement être acteurs de la prévention. Et autre chose importante, c'est que la réduction des dommages et la réduction des risques, c'est tous les jours et tout au long de sa vie. Hein. Ce n'est pas uniquement pour les jeunes, etc. Et malheureusement, dans les discours sociétaux aujourd'hui, hein, on a toujours tendance à refiler la responsabilité des épidémies sur les jeunes, sur ceux qui font la fête, etc. Non, c'est tous et toutes qu'on doit être solidaires et responsables. Et comme dirait Action Sida Martinique, de toute façon, nous sommes plus forts et plus fortes ensemble. Et je pense que c'est temps de passer aux questions maintenant, s'il y en a. Tout à fait. Mais en tout cas, merci pour vos exposés, pour vos supports. C'était très enrichissant. Hein.
Pas de souci. On a dit même au sein de l'association, on utilise les mêmes supports, mais alors, déjà une première question, est-ce que les personnes en situation de handicap, selon vous, est-ce qu'elles arrivent à s'adapter aux mesures sanitaires et aux changements actuels malgré les particularités citées? Comment on fait? Quelles émotions sont identifiées chez ces personnes? Alors, si je puis me permettre, hein, François, je vais essayer de répondre à partir notamment pour l'autisme. Par exemple, quand il y a eu le confinement hein, en mars, eh bien, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, bon, chez la personne autiste, certaines l'ont très bien vécu parce que justement, ce sont des personnes qui sont très sensibles, j'ai envie de dire, à leur environnement. Hein. Donc, quand il y a trop de bruit, trop de monde, trop de choses. Et en fait, le fait pour certains, alors bien entendu, je ne généralise pas parce que c'est vrai qu'on a eu des parents qui me disaient que ben, pour leur enfant, c'était un petit peu des fois difficile. Mais ceci dit, certaines personnes enfin, avec autisme ont apprécié, j'ai envie de dire, cette période du confinement parce que justement, il y avait beaucoup moins d'agitation, donc beaucoup moins de stimuli, beaucoup moins de choses et ça les a, enfin, j'ai envie de dire, ça leur a permis d'être posés. Maintenant, c'est vrai que, comme je disais, bon, on a eu des parents hein, enfin, au sein de mon travail bon, qui nous appelaient pour dire que des fois, c'était un petit peu difficile. Mais ceci dit, alors, on n'a pas pensé le mettre là, mais il y avait eu une autorisation qui avait été faite. Hein. Bon, à l'époque, il fallait se déplacer avec l'autorisation de circuler. Donc, une autorisation adaptée pour les personnes en situation de handicap qui, justement, ben, voilà, pouvaient du coup ben, sortir, hein, ne serait-ce qu'aller faire un tour dans le jardin. Voilà. Donc, voilà, j'ai envie de dire que pour certains, effectivement, hein, moi j'ai envie de dire certaines ont réussi à s'adapter. Donc, par rapport aux émotions, bon, alors là, c'est déjà un autre registre parce que c'est vrai que les personnes autistes, ce sont des personnes qui justement ont du mal à lire les émotions. Mais bon, je ne sais pas si François, tu veux rajouter un petit quelque chose par rapport à ça. Moi, je te rejoins tout à fait. Hein. C'est vrai que contrairement à ce qu'on pouvait redouter, en fait, les personnes en situation de handicap ont assez bien compris et vécu ces moments très compliqués dans lesquels on va certainement rentrer de nouveau là. Enfin, je pense que notre président est en train de l'annoncer. Au niveau des émotions, c'est vrai que c'est très complexe parce que, par exemple, les personnes avec autisme ne sont pas dans ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à mettre des mots sur leurs propres émotions et à les décrypter sur le visage chez les personnes qu'elles rencontrent. Donc, ce que disait Françoise tout à l'heure très justement, c'est que les masques, la distanciation physique, etc., ça ne les aide pas. Par contre, ce qui est chouette, c'est que du coup, les gens ne se touchent plus. Donc, eux, s'ils ne supportent pas d'être touchés, bah, on ne se touche pas. Il y a beaucoup moins de stimuli, etc. Et effectivement, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ils ont moins fait d'activités et ça fait des vacances, quoi, j'ai envie de dire, à beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont pu aller à leur rythme, vivre à leur rythme et pas forcément sur un rythme d'activité qui était parfois beaucoup trop important pour elles. Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est marrant parce que, bon, enfin, même si c'est pas lié, enfin, c'est vrai qu'on parle, j'ai envie de dire, des personnes un petit peu en marge de la société, mais même bon, hein, ce que l'on qualifie comme SDF ont vécu, j'ai envie de dire, le confinement un petit peu sans trop de difficultés, puisque déjà en temps normal, ce sont des personnes qui vivent isolées. Donc, elles sont dans leur monde, hein, effectivement, dans le monde qui les entoure, mais elles ont leur petit fonctionnement, elles ne s'occupent pas des autres. Et du coup, le confinement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ne les a pas perturbées plus que ça, puisque c'est un petit peu leur quotidien. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il fallait effectivement hein, prendre conscience qu'elles étaient là, qu'elles existaient, donc et s'assurer effectivement hein, qu'elles pouvaient manger à leur faim, etc. Mais la distanciation, ce genre de choses, puisque d'elles-mêmes déjà, elles s'isolaient automatiquement. Donc, hein, finalement, tout un chacun arrive à trouver son compte, hein, j'ai envie de dire. Par contre, ça a été beaucoup plus difficile pour les personnes qui étaient dans la déficience motrice, des handicaps moteurs très lourds, parce que du coup, il y avait la crainte d'être infectées et elles se sont confinées avec une seule personne, qui était soit un membre de la famille, soit un auxiliaire de vie, soit un compagnon ou une compagne. Et du coup, avec la crainte aussi, comme ils n'étaient pas
public prioritaire, c'était horrible, hein, c'était très anxiogène. Effectivement, que si jamais ils avaient la maladie, eh ben, ils n'iraient peut-être pas, effectivement, ils ne seraient pas soignés de la même manière qu'une personne qui serait pas à risque, etc. Et ça, il y a eu beaucoup d'angoisse. Et je pense qu'on n'a pas fini. Ça a été un temps vraiment anxiogène. Donc, je crois que c'est Cédrine qui disait, est-ce que le fait d'être moins stigmatisé, c'est moins anxiogène? Oui, c'est certain. Mais lorsqu'on est pointé du doigt comme une partie, une communauté, hein, qui ne sera pas prioritaire pour la réanimation, comme lorsqu'on est une personne âgée ou une personne lourdement handicapée avec trachéotomie, assistance respiratoire, bah, c'est vrai que ça a été des moments très, très difficiles, quoi. Suite à la dernière partie, je me permets d'ajouter que le fondement de la loi du 2 janvier 2002 fait que la personne en situation de handicap est actrice de son insertion et réinsertion. Hein? C'est tout à fait ça, on est d'accord. Hein, donc, ça a été dit, hein, elle fait partie justement, elle décide par rapport à son projet de vie. Hein, et la partie autre public n'a pas été terminée. Elle paraissait très importante et intéressante. Pourrait-on la continuer? Partie autre public. Bah, tout à fait, c'était l'objet de notre débat à nous tous et à nous toutes, parce que du coup, comme on n'était pas exhaustif, c'était d'ouvrir le débat sur effectivement des personnes que vous côtoyez, vous accompagnez, pour qu'on puisse en parler. Et puis ça peut s'étendre aussi justement, peut-être justement sur, on va parler des seniors aussi, donc on peut étendre cette partie-là, l'accompagnement des publics en difficulté pour différents types de publics, quoi. Je ne sais pas si Marissette, elle peut préciser sa question, si elle, de quelle personne elle souhaitait qu'on parle. Alors moi, j'aurais justement, en attendant, une question. Est-ce que vous avez justement des conseils pour les aidants, pour les aidants ou la famille, pour accompagner justement, parce qu'on a vu les supports, mais eux autres même, quelle est la posture justement pour pouvoir accompagner des personnes qui sont en situation de handicap? J'ai envie de dire c'est d'être dans une relation vraiment de personne à personne. Et même si on a l'impression que la personne en situation de handicap en face de nous a des problèmes de compréhension, etc., c'est de pouvoir verbaliser aussi nos propres angoisses, nos propres craintes et de dire qu'on est inquiet, qu'on a peur. Parce que souvent, moi j'ai tendance à dire que lorsque on n'utilise pas les bons mots, hein, ça peut être une violence qui est faite aux personnes. Hein. Lorsqu'on est dans le déni, la non-traitance est pire que la maltraitance. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous voit malheureux ou angoissé par rapport à la maladie, si on ne lui dit pas, bah, tu sais, c'est parce que je suis angoissé par rapport à la maladie, je me fais du souci en ce moment, lui, ce qu'il va prendre comme une éponge, hein, la personne va prendre comme une éponge notre visage qui est anxieux, qui est angoissé, etc., voire même va penser que c'est lui qui en est responsable. Donc, je pense qu'il faut vraiment de la communication et de la communication en utilisant les mots justes, hein, en restant accessible, mais en n'infantilisant pas les personnes, et ça me paraît vraiment important. Oui, je pense que c'est super important de ne pas infantiliser. Et souvent, ce qui arrive justement avec les personnes en situation de handicap, c'est qu'on va avoir tendance aussi à surprotéger. Surprotéger parce qu'on s'est dit que c'est un public vulnérable, hein, si je peux me permettre, c'est un public vulnérable, donc qui prend des risques même au niveau de la sexualité. Hein, donc, on va essayer de les mettre dans un cocon, dire que c'est comme les enfants, en fait, et puis ne pas les solliciter, ne pas agir, je veux dire, de manière authentique avec eux. Mais ma question aussi, c'était pour savoir, justement, on parlait du confinement, hein. Tu t'as dit, Françoise, tout à l'heure, qu'il y a certaines personnes, des familles, que ça a été un peu difficile, justement. J'en ai eu aussi des professionnels qui disaient que, bon, il y a des familles qui les appelaient parce que, justement, il y a des structures qui étaient fermées, des structures de jour qui étaient fermées. Alors, comment justement les accompagner, quels conseils qu'on peut les donner à eux pour justement s'il y a un reconfinement, hein, justement pour, je sais pas, pour souffler ou pour… Alors c'est vrai que, bon,
En effet, Dans il le y a eu quotidien. Hein. Voilà. C'est vrai que bon, quand le confinement est arrivé, je pense que tout le monde a été surpris, qui personne en situation de handicap qui ne l'était pas, puisque bon, quelque part, il y a eu une atteinte un petit peu à notre fonctionnement au quotidien, à pouvoir bouger, donc il fallait rester enfermé. Donc c'est vrai que ça a été en effet difficile pour certaines familles, mais après, bon. Malgré tout, même si les structures étaient fermées, bon, il y avait quand même des permanences, des permanences d'écoute. Bon, il était là. Bon, je sais que par exemple, au niveau de mon service, enfin, pour ma part, en tous les cas, je n'ai pas fait le confinement. Bon, moi, j'ai souhaité travailler, donc je me rendais tous les jours sur mon lieu de travail, bon, même si on avait aménagé nos horaires, pour justement, et donc on a fait passer ce message aux familles en disant, bon, mais écoutez, il y a une permanence téléphonique, n'hésitez pas à appeler. Donc, on a essayé, bon, on était quelques collègues de présente, bon, malgré tout, bon, d'écouter les doléances. Bon, puis il y avait pas mal effectivement de supports qui existaient, donc voilà, de donner des petits conseils. Donc je pense que ce lien-là était quand même important parce que la famille ne se sentait pas non plus toute seule, isolée. Bon, puis comme j'ai dit, bon, quand il y a eu, puisque c'est arrivé bien après, l'histoire de l'autorisation, parce qu'il y a eu tellement il fallait à chaque fois adapter. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu toute cette période. Il y a eu une première autorisation, après on s'est dit mais non, mais il faut adapter, donc on a modifié jusqu'à ce qu'il y en ait une pour les personnes en situation de handicap, donc pour justement leur permettre de quand même de sortir un petit peu de là, parce que c'est clair que pour certaines familles, ça a été difficile. Il ne faut pas se leurrer. Ça a été compliqué, surtout quand il n'y a pas un, mais deux, voire trois enfants. Pour exemple, j'avais une maman qui m'avait appelée, donc elle était là avec sa grand-mère, avec ses deux enfants qui étaient eux-mêmes en situation de handicap. Bon, à un moment donné, elle a pratiquement pété un câble, ce qui était tout à fait normal. Donc voilà, donc je pense qu'il fallait maintenir ce lien. Il faut maintenir ce lien d'écoute. Bon, essayer quand c'est possible de détraumatiser des situations. Et puis, globalement, je pense que les choses se sont bien passées, mais bon, c'est pas évident. Et là, comme on dit, je ne sais pas ce qui a été décidé là par rapport au discours de notre cher président. Françoise, alors, nouvelle de dernière minute, reconfinement annoncé par le président. Moi, c'est juste ça que j'ai comme information. Voilà. Mais je crois quand même que ça sera allégé dans le sens où les écoles vont quand même fonctionner. Il y a des petites choses comme ça. Bon, on le saura tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si j'ai pu répondre en partie à ta question, Ida, à l'ensemble. Je ne sais pas si, François, tu avais quelque chose à ajouter. Non, c'est tout à fait juste. Enfin, je souscris tout à fait. Peut-être qu'on peut répondre à Morissette, puisque j'ai retrouvé l'image. Tu as retrouvé l'image, d'accord. Ouais. Voilà. Je pense que c'est celle-ci, en fait, qu'elle fait référence. Morissette, effectivement, on voyait toute la palette en fait des handicaps, et je pense que la question c'est de dire oui, mais alors pour tel et tel handicap, quels sont les effets, les répercussions, l'impact du handicap sur la gestion de la maladie, du confinement. Alors pour le handicap moteur, j'en ai parlé un petit peu, c'est la crainte effectivement de vivre effectivement ultra confinés, alors pour ne pas prendre le risque d'aller en réanimation, parce que les gens, ça a été dit, ça a été extrêmement violent, ils n'étaient pas prioritaires. Pour les gens qui ont des troubles moteurs, c'est compliqué de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, etc. Donc oui, il y a des consignes, mais c'est pas toujours simple, donc c'est très angoissant. Au niveau bleu, le handicap visuel, c'est pareil, distanciation physique, ok, mais il faut, c'est pas non plus évident lorsqu'on est déficient visuel et qu'on va pas voir si la personne en face de nous a son masque, pas son masque, si notre masque il est bien porté, si on sait bien, si on a bien essuyé la porte, etc. Enfin, il y a des choses auxquelles on pense pas. Moi, je pense peut-être pas à tout, mais qui sont complexes. Le handicap auditif, Françoise l'a dit, d'où le masque inclusif. Donc effectivement, il y en a plusieurs qui ont été validés. Et donc, il y en a un, je crois, qui est fait par l'association APF France Handicap, qui a du mal à être distribué. Là, on voit aussi que le coût est assez prohibitif. Je crois que c'est 8 € le masque. Donc, c'est quand même cher. C'est un obstacle majeur. C'est souvent l'argent. Les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient, ont généralement peu de moyens, peu de revenus. Donc, c'est vraiment des situations qui, parfois, peuvent être
Pour l'handicap psychique, eh ben, il y a cette crainte de la maladie, de la mort, des gens qui peuvent être parano ou qui peuvent être dans des délires. Hein. Ça va effectivement parfois réactiver des délires de persécution, des délires de mort, etc. D'autant plus que le virus est invisible. Donc, on ne sait pas où il est, on ne sait pas comment il s'insinue, etc. Donc, oui, pour des personnes qui sont plus dans la schizophrénie, par exemple, ou d'autres troubles psychotiques, ça peut être des moments très angoissants. Hein. Et puis, de voir ce que Françoise a dit aussi, tout à fait, leur entourage qui est transformé, qui devient presque un monstre avec le masque et qui ne ressemble plus à la personne qu'ils connaissaient, quoi. Hein. Pour les enfants, par exemple, ça peut être très angoissant de ne pas voir le visage de leur personne proche, mais masqué uniquement par le masque. Mais si je peux ajouter aussi, il y a eu beaucoup, notamment, on en a parlé, hein, les théories de complot aussi. Je pense que ça peut alimenter ça aussi. C'est sûr. C'est sûr. On a parlé de la déficience intellectuelle, mais surtout la capacité à rendre accessible. J'insiste aussi sur ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les personnes sont déficientes intellectuelles qu'il faut les prendre pour des débiles. Les personnes ont besoin d'avoir des informations. Il ne s'agit pas de réduire le volume des informations, il s'agit de le rendre accessible. Hein, donc, elles ont des perceptions, hein. Elles ont des perceptions que nous ne sentons pas, nous ne voyons pas, mais qu'elles sentent. Donc, du coup, il ne faut pas… ouais, on se comprend. Et enfin, en ce qui concerne les maladies invalidantes, bon, le S a sauté hein, là, sur le PowerPoint, on voit bien ce qui se passe. Hein. Axel Kahn a pris la parole il y a peu de temps en disant « Attendez, le cancer est plus dangereux que le Covid ». C'est-à-dire que maintenant que les hôpitaux sont surchargés, que la médecine de ville ne peut plus travailler, qu'on va confiner les personnes qui ont des maladies graves, des maladies respiratoires, digestives, infectieuses, etc., dont le VIH-Sida, hein, bien sûr, hein, des personnes, est-ce qu'elles vont faire le test de la même manière sur le VIH si déjà elles ont peur de sortir et que les centres de dépistage sont complètement plein à cause des tests Covid, quoi. Donc, effectivement, ça va reculer des diagnostics ou des traitements de maladies infectieuses. On est quand même dans le mois d'octobre, là, qui est le mois d'octobre rose, et sur le cancer du sein, puis ensuite November, sur les cancers plus des hommes, hein, les cancers qui concernent la santé, enfin, le mois de novembre concerne la santé sexuelle des hommes, le cancer du testicule, le cancer de la prostate, etc. On est quand même moins polarisé sur ces moments de dépistage parce que tous nos efforts sont consacrés à la lutte contre la maladie Covid-19. Tout à fait. Et c'est un risque, ça, effectivement. Tout à fait. Pour les personnes qui sont fragiles et qui ont besoin de soins, eh ben, il y a des interventions chirurgicales, médicales, des examens qui sont reportés. Un mois de report, pour certaines personnes, ça peut être extrêmement gravissime. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Je pense, hein, j'ai pas Morissette, tu nous dis si on a répondu à ta question. Je pense que c'est pas mal clair de voir justement les spécificités par rapport à chaque type de handicap. Mais justement, par rapport à un qui est plutôt spécifique, comment instaurer le dialogue et traiter ces sujets avec une personne en situation de handicap, par exemple, trisomique, qui ne parle pas beaucoup? Je vais essayer de répondre. Je crois qu'on a vu, hein, il y a des supports. Hein. C'est vrai qu'on a souvent, on pense souvent à tort que toute information doit passer, j'ai envie de dire, oralement. Il existe énormément de moyens maintenant de communication autres que la parole pour faire passer un message. Donc, une personne, effectivement, hein, trisomique, hein, puisque c'est cité, il y a ce qu'on appelle les pictogrammes, hein, donc les images. Donc, on peut alors, en fonction de son niveau, hein, donc ça peut être une image très simple ou alors plus ou moins élaborée. On peut employer aussi ce qu'on appelle des pictogrammes sous forme d'objets. Hein, donc, on a des objets. Voilà. Donc, je pense que l'information peut également passer par ce biais-là. Hein, donc, voilà. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, François, mais voilà, moi je dis il existe des supports. Hein, on a vu, il y a des petites vidéos, il y a des pictogrammes, il y a des petites bandes dessinées. Il existe pas mal de moyens maintenant pour faire passer une information et du coup ne pas mettre certains publics à l'écart.
Tout à fait. Puis en ce qui concerne les personnes avec trisomie 21, il y a plein de moyens, il y a plein de manières différentes de vivre avec une trisomie 21, hein. Tout à fait. L'impact sur l'intellect, sur l'autonomie des personnes et peut être extrêmement variable. Donc je crois que la première chose, le premier obstacle à lever, c'est de ne pas projeter sur les personnes nos propres peurs, nos propres représentations, hein, et imaginer qu'elles n'auraient pas, par exemple, de sexualité pour le VIH/SIDA ou qu'elles seraient trop naïve pour pouvoir comprendre. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant, il n'y a pas d'obligation de résultat, hein. Aujourd'hui, on a des obligations de moyens. Donc, ce qu'on a voulu vous montrer avec Françoise, c'est qu'il y a toute une palette de moyens qui existent pour pouvoir accompagner les personnes. Ben, si on essaye un système et que ça ne fonctionne pas, on sait qu'on aura la vidéo. Et puis, si la vidéo ne marche pas, on sait qu'on pourra télécharger l'application Santé BD, etc. Et je crois que ce qui est important, c'est d'inclure la personne dans les actions de prévention qu'on va mettre en œuvre, hein. Et c'est de partir d'abord des représentations de la personne. Avant de parler, avant d'expliquer quoi que ce soit, je pense que l'étape la primordiale, la plus importante, c'est déjà de demander à la personne ce qu'elle en a compris par elle-même, hein. Où est-ce qu'elle en est? Parce qu'on peut sinon délivrer un discours qui ne va pas du tout être compris par la personne, parce qu'on ne va pas utiliser les bons mots, etc., ou simplement, on n'aura pas compris ce que la personne souhaitait avoir comme information. Donc, pour moi, c'est difficile, vous savez que je suis bavard, mais dans mon cabinet ou dans les séances, ce que je fais d'abord, c'est le plus gros travail, c'est me taire pour laisser la parole aux personnes pour qu'elles puissent exprimer leurs demandes correctement avec leurs propres mots et s'assurer qu'on a bien compris. Avec des personnes avec autisme, c'est très compliqué parce que des fois, ils vont employer des mots qui sont complètement en dehors de notre champ lexical, hein. Moi, j'ai un patient, par exemple, qui dit ton-don-don pour la sexualité. Bah, avant de comprendre que ton-don-don, ça voulait dire avoir du sexe, il m'a fallu plusieurs séances, hein, je n'avais pas le code. Donc, c'est moi qui suis en situation de handicap. C'est lui qui doit m'aider à le comprendre. Voilà. C'est ça. Mais justement, je pense qu'il y a des publics, ça va être un peu plus compliqué de s'assurer qu'elle ait compris. Alors, comment on peut s'assurer que cette personne-là, elle ait compris? Je pense notamment peut-être ceux qui ne peuvent pas parler, mais il peut signer, on peut écrire, mais comment s'assurer justement que la personne ait bien compris, qu'elle va apprendre ou qu'elle va utiliser justement, faire ce qu'on lui a dit de faire. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, par exemple, avec les personnes avec déficience intellectuelle, moi, je suis plus rassuré en termes de réduction des risques et des dommages. Quand les personnes ont intégré, qu'elles ont vraiment intégré, alors des fois, ça prend du temps. Il faut passer par plusieurs moyens différents, etc. Mais une fois que c'est acquis, c'est acquis. Alors que nous-mêmes, les acteurs de prévention, des fois, on peut dire oui, il faut mettre le préso et tout, puis on va peut-être un peu l'oublier, etc. Donc, pour les personnes avec déficience, c'est vraiment très important. C'est qu'une fois qu'elles ont intégré, on est sûr qu'effectivement, elles vont être dans ce comportement. Pour d'autres, c'est vrai qu'il va falloir répéter. On ne saura jamais. Et c'est la question du discernement, en fait, hein. Il faut que les personnes puissent être capables de discerner effectivement la réalité, la fiction. Parce qu'en fait, c'est très bizarre quand même, cette contamination par un virus invisible. Enfin, Françoise l'a bien montré dans la petite vidéo belge, mais pour les gens qui n'ont pas accès au symbolique, ils ne vont rien percuter, eux, hein. Donc, ils font un système de représentation qui est très particulier, quoi. Donc, ça, c'est vraiment important, c'est de partir du champ lexical de la personne et puis surtout de commencer par utiliser les bons mots, hein, de ne pas parler enfant. Et si la personne ne comprend pas, on dit toi, tu l'appelles comme ça, moi, je l'appelle comme ça, mais tu vois, c'est plus facile. Si tu vas chez le médecin, il vaut mieux dire ça qu'autre chose, quoi. Alors, pour les personnes atteintes d'Alzheimer, voilà. Un commentaire de Christelle. Voilà. Je lis en même temps. Et ce qu'on n'a pas dit avec Françoise, mais il faut le rappeler, c'est que les personnes en situation de handicap peuvent être dispensées du port du masque, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur en parler, mais c'est légal, hein. Enfin, il y a une dispense, ils ne paieront pas de 135 € d'amende s'ils sont dans la rue sans le masque, ou voilà. Mais encore faut-il que les personnes autour soient suffisamment ouvertes. Il y a aussi ce qu'on appelle, et on n'en a pas parlé pour Morissette, du handicap invisible. Ça ne se voit pas sur la tête des gens, hein. Une personne qui a des
problème respiratoire, par exemple, ne va pas supporter le masque et en sera dispensé. Une personne avec autisme peut être monsieur, madame, tout le monde, très mignon, etc. Ça ne se voit pas sur son visage. Hein. Il n'est pas tordu, il n'est pas difforme, etc. Il n'a pas des stigmates de la maladie. Hein. Donc, il faut aussi l'accepter. C'est un petit peu comme les gens qui vont se garer sur les places handicapées, qui descendent de la voiture et qui marchent. On dit, bah, alors il est gonflé, il a son logo handicap. Ben non, mais c'est des gens qui ont un périmètre de marche qui est très limité, à 50 mètres, Exactement. par exemple. Donc, si tout de suite on est en colère et qu'on les insulte, ou, etc., ben, c'est vrai qu'on est dans la projection de nos propres représentations sur le handicap. Et ça, il faut vraiment veiller à ça. Il faut vraiment en C'est ça. parler. Tout à fait. Je suis, oui, je te rejoins tout à fait, François. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, bon, alors, c'est vrai qu'en autisme, on le dit beaucoup, hein, il faut pas que nous ayons des jugements hâtifs. Hein, bon, on a souvent des exemples. Alors, je sais pas, alors, j'en parle un petit peu parce que c'est mon actualité de par ma vie professionnelle. Mais il y a eu une petite fiction là, avant-hier soir, là, mardi, justement, sur l'autisme. Bon, l'enfant qui fait une crise, etc. Bon, c'est vrai que, donc, en plus, dans une grande surface, et c'est vrai qu'on va dire, ah ben, tiens, c'est un enfant qui est mal élevé, etc. Alors que non, avant de porter un jugement, bon, ben, alors, les personnes qui sont un petit peu plus sensibles peuvent comprendre, mais d'autres ne comprendront pas, et puis d'emblée vont blâmer le parent en disant, ben, il est mal élevé, mais comment ça? Mais bon. Alors qu'en fait, on est un petit peu dans ce registre-là, donc de ne pas porter de jugement hâtif, hein, au contraire, d'essayer de comprendre. Et puis une fois bon, ben, qu'on donne une explication, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà. Mais justement, Françoise, avant de passer à la question là, mais est-ce que tu penses que dans je veux dire, au niveau de la culture martiniquaise, est-ce que justement c'est bien intégré justement ça, l'accompagnement des personnes en difficulté, des personnes en situation de handicap, de prendre le temps de… Oui, je pense qu'il y a quand même des efforts. Comme je dis toujours, bon, c'est clair que nous sommes en Martinique, nous dépendons hein, bon, de la France. Bon, on est régi sur des mêmes lois, sur des mêmes applications, effectivement. C'est vrai que bon, il y a encore des choses à faire. Je suis entièrement d'accord. Mais j'ai envie de dire qu'il y a eu quand même des avancées. Hein, donc, il y a quand même des structures qui existent, il y a quand même bon, des professionnels qui sont là. Bon, on essaye malgré tout de faire passer des messages, être au contact. Voilà. Donc, il est clair on accuse encore un petit retard. Hein, bon, je veux dire un petit parce qu'il ne faut pas dire grand, mais enfin. Mais je pense qu'on avance quand même. Voilà. Moi, c'est vrai que souvent, quand je suis en contact avec les parents, bon, j'essaie de leur faire comprendre, bon, écoutez, on avance. D'ailleurs, j'ai même eu des exemples de parents bon, qui sont partis de Martinique parce qu'ils trouvaient que la prise en charge bon, ne convenait pas, qui sont partis en France, dans certaines régions. Et en fait, ils se sont une fois là-bas, ils ont été confrontés aux mêmes difficultés en se disant, ben, écoutez, finalement, je pensais, ben oui, faut pas, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que non. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire, hein, j'en suis tout à fait consciente, même si je suis dans le milieu, mais je pense qu'on avance, voilà, on avance. Hein. Bon, Action SIDA a son logo, ensemble on est plus fort. Bon, ben voilà, hein, donc on avance petit à petit, et puis je crois que bon, ben, le fait de parler, de dédramatiser, de rendre un petit peu public tout ça, bon, ben, ça donne aussi une ouverture d'esprit. Bon, et puis comme pour le SIDA, hein, j'ai envie de dire, le VIH, bon, ben, à la limite, François le disait tout à l'heure, bon, ben, le cancer, on meurt beaucoup plus du cancer que ce qu'on pourrait mourir du Covid. Hein. Bon, on est dans l'épidémie de dengue, etc. Bon, ben, c'est un petit peu comme le VIH. À la limite, on oublie ce virus-là, alors que je pense qu'il fait encore des dégâts, même s'il y a eu des avancées. Voilà, donc on avance hein, petit à petit. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, ben, continuer à parler, ne pas hésiter. Et je voulais ajouter de former aussi les professionnels. Et de aussi, former, hein. nous sommes d'accord. Ça passe par là également, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi, Ida. Aussi, changer le regard sur le handicap, ça me paraît important aussi. Hein, donc, c'est un travail de tous les jours. Hein, c'est jamais fini. Hein, c'est nous tous et nous toutes.
sachant que, comme je disais aussi tout à l'heure, l'avancée en âge est un gros pourvoyeur de handicap. Donc peut-être que nous, dans quelques années, c'est nous qui nous retrouverons dans un établissement en Exactement. situation de handicap, Tout à à être fait. aussi peut-être maltraités par des gens qui décideront à notre place. Donc, il est vraiment important de libérer la parole pour libérer la pensée. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce soit sur le handicap, les maladies invalidantes, le VIH-Sida qui faisait peur à une époque. C'est un petit peu, on voit bien que c'est en miroir aussi avec la COVID-19. Et oui, il faut qu'on puisse aussi faire des partages d'expériences comme ce soir. C'est pour ça que ça me paraît très intéressant et qu'on puisse aussi se former. Je pense qu'Ida voulait parler de la formation qu'on va mettre en place en visio pour accompagner les enfants, mais aussi les adultes en situation de handicap, pour pouvoir aborder les thèmes de la vie intime, affective et sexuelle. Juste pour dire que dans les années 90, en fait, il y a des chercheurs, Tim Grayson en particulier, qui se sont rendus compte qu'il y avait un taux de contamination au VIH-Sida qui était extrêmement important dans les établissements pour personnes déficientes intellectuelles. Et pourtant, à l'époque, on pensait que, je mets des guillemets, mais les handicapés, avec guillemets bien sûr, n'avaient pas de sexualité. On pensait que c'était 10 ans, je crois. Et malheureusement, quand on a regardé les chiffres, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de contamination au VIH-Sida qui était extrêmement important parce qu'on fermait les yeux. On faisait semblant de ne pas voir. La sexualité avait lieu quand même. Les enfants avaient fait leur puberté. Les enfants avaient fait leur adolescence. Et sauf qu'au lieu d'avoir des espaces où on pouvait parler de la prévention, parler des risques, parler des violences, etc., eh bien, les personnes aller se cacher pour avoir des pratiques sexuelles au fond du pré, dans le local poubelle, etc., le faisaient dans les pires des conditions et en ne prenant aucune mesure de réduction des risques. Et là, on s'est dit, il y a un truc qui dysfonctionne. Il faut qu'on arrête de croire que les personnes en situation de handicap n'ont pas de sexualité. C'est peut-être pas la même sexualité que les personnes dites valides, peut-être c'est sous une autre forme, etc. Mais en tout cas, il est absolument indispensable de pouvoir les accompagner et bien les accompagner. C'est pour leur santé en général, leur santé globale et la santé sexuelle. Mais justement, François, est-ce que par rapport au thème de la sexualité, est-ce que tu penses que François et Françoise, est-ce que vous pensez que les professionnels, ils ont intégré justement la nécessité, cette importance de faire de l'éducation à la sexualité? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'aise avec ça. C'est clair. Alors, je voulais un petit peu répondre, en complément de ce que dit François, et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'au-delà de l'handicap, on a affaire à une personne qui est, j'ai envie de dire, constituée physiologiquement tout à fait normalement. C'est-à-dire handicap, c'est pas égal à, voilà, pas de, comment dirais-je, pas de désir sexuel, pas de besoin, etc. Alors, après, chez certaines personnes, c'est plus ou moins exacerbé, mais je veux dire, physiologiquement, il n'y a pas de défaillance. C'est-à-dire, les jeunes filles autistes auront leurs règles, les déficients visuels également, etc. Donc, je pense que ça, c'est important de ne pas faire cet amalgame-là, parce qu'on pense toujours que le fait de ne pas avoir quelque chose, ça nous enlève tout le reste. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, donc ce n'est pas ça du tout. Et maintenant, par rapport à ta question, Ida, c'est vrai que parler de la sexualité, c'est pas facile. Il y a quelques années de ça, ça restait, c'était tabou, c'était honteux. Pour d'ailleurs faire référence au virus du sida, où on parlait de la maladie du sexe, etc. C'est clair que ce n'est pas donné à tout le monde, donc d'où effectivement l'importance d'être formé, de se documenter, de pas, j'ai envie de dire, de ne pas avoir de pudeur. C'est vrai que des fois, c'est un gros travail à faire sur soi, parce que parler de la sexualité, des fois, ça peut renvoyer aussi à une expérience personnelle, donc il ne faut pas faire là encore, voilà. Donc je pense que la formation est importante, tu en as parlé tout à l'heure. Et à partir de là, essayer, François l'a dit, de libérer la parole. Je veux dire, il ne faut pas. Le sexe de l'homme, c'est le sexe de l'homme. Le sexe de la femme, c'est le sexe de la femme. Pour la procréation, il y a besoin qu'il y ait un contact homme-femme, etc. Donc je pense qu'il faut avoir un petit peu cette liberté-là, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc c'est un travail. Et puis quand il y a des personnes qui sont plus à l'aise, peut-être laisser ces personnes-là s'exprimer plus facilement.
Et c'est vrai que la sexualité dans les institutions, c'est un gros problème, hein, surtout quand… bon, moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans un internat, ben voilà, hein, donc qui était mixte. Hein, alors même si on distinguait, même si d'un côté il y avait les hommes, de l'autre côté les femmes, mais bon, ben, le soir, vous n'êtes pas derrière chaque usager pour savoir ce qu'il fait. Et effectivement, ça posait problème. Ça posait problème. Donc, il a fallu un petit peu en parler, hein, comme on dit, crever l'abcès, puis dire que bon, ben voilà, hein, ce sont des hommes, des femmes comme nous-mêmes qui ont des désirs et savoir ben, comment on peut les accompagner dans ce désir-là. Hein, donc, mais la formation est importante. Hein, je pense que c'est effectivement. Puis surtout au jour d'aujourd'hui, à l'ère des transmissions de maladies, voilà, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, effectivement. Alors, François, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Parce que, moi, je voulais dire, oui, la formation et la formation initiale, malheureusement, que ce soit dans l'Hexagone ou ailleurs, il n'y a pas tellement de formation initiale en santé sexuelle pour les infirmiers, les paramédicaux, les c'est éducateurs, pas inclus etc. dans leur, Dans le Et programme. dans ça, le programme. c'est C'est vrai. dommage. Hein. Et du coup, c'est aussi des espaces ressources. Comme ce soir, c'était vraiment pour ça que c'était important pour nous, Françoise et moi, d'intervenir. C'était aussi de montrer qu'il y a tout un panel d'outils de médiation pour en parler. C'est quand même plus facile quand on a un outil, une brochure, une affiche, une bande dessinée, de parler que de parler comme ça sans avoir trouvé les bons mots qui risquent d'être compris. Si on prend la peine de regarder, je pense qu'il y a plein de choses qui existent et ça, c'est vraiment positif. Alors, je voulais juste ajouter, j'ai mis sur le chat la vidéo La vie sexuelle inattendue. C'est une étoile de mer. Laetitia Robord, voilà, étoile de Laetitia mer. Robord. Donc, c'est très intéressant. Et puis, je vous invite à aller la visionner. Elle est sur YouTube notamment. Et c'est une jeune dame qui est en situation de handicap moteur et grande dépendance physique. C'est une amie et elle est en ce moment d'ailleurs même en stage au CRS. Donc, elle a une maladie neuromusculaire, elle a une myopathie. Voilà. Et Laetitia, elle vit en couple depuis 4 ans, en fait, avec une personne dite valide, que je connais bien aussi. Et pourquoi elle est en stage au Centre de ressources handicap et sexualité? Parce qu'elle a choisi de faire le DU de personnes expertes en situation de handicap. Et peut-être il faut que je vous en parle parce que pour l'instant, il avait lieu qu'à Paris 8. L'année prochaine, il aura lieu à Saint-Étienne et sur l'île de la Réunion. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'en 2022, lorsqu'on va être tous déconfinés, on ne pourrait pas se permettre de proposer un DU aussi en Martinique. Et l'idée, c'est un DU qui est ouvert aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on va adapter l'enseignement de ce diplôme universitaire pour que les personnes en situation de handicap deviennent des personnes expertes en santé. Hein, des personnes expertes en situation de handicap. Donc, on va pas simplement les faire témoigner, les faire venir dans les colloques, etc., mais on va les embaucher. Et c'est peut-être aussi une réponse. Quand est-ce que ça va changer? Quand on va donner la parole aux personnes concernées et qui vont être des intervenants pairs en santé sexuelle et qui vont pouvoir intervenir. Pourquoi est-ce que la lutte contre le VIH/SIDA a bien fonctionné? C'est parce que beaucoup d'associations de personnes concernées, soit elles-mêmes des personnes qui vivaient avec le VIH, soit l'entourage, qui se sont engagées et qui ont voulu faire changer les choses pour elles-mêmes, mais aussi pour tous les autres et leurs proches. Et pour le handicap, c'est un petit peu la même chose. Alors, pendant longtemps, les personnes ont été confinées dans les établissements et les services sociaux, médico-sociaux. Et aujourd'hui, il faut qu'elles prennent leur place. Ce sont des citoyens, citoyennes qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que chacun et chacune d'entre nous. Et il faut l'entendre, il faut effectivement aussi le dire haut et fort. C'est peut-être la dimension politique de notre intervention, c'est de dire, mais ce sont des citoyens, citoyennes comme les autres, ce sont des personnes qui vivent avec la trisomie 21, avec l'autisme, avec une grosse affection motrice, etc. C'est vraiment important aussi qu'on change notre regard et qu'on soit dans la solidarité. Pardon, on arrive vers la fin. Hein. Je ne sais pas si tout le monde, s'il y en a certains qui ont des questions à poser à François, Françoise, ou en attendant que ça mûrisse. Est-ce que vous avez peut-être une petite conclusion, parce qu'on a abordé plusieurs choses. François a commencé avec la définition du handicap, des éléments et notamment les définitions qui ont changé par rapport à la classification. On ne parle plus de personnes handicapées, on parle de personnes en situation de handicap. C'est notamment par rapport
à son environnement, aux éléments facilitateurs qu'on va mettre en place pour que la personne puisse justement dire, vivre, dire, non, entre guillemets, normalement. Hein? Et et comment elle pourra justement adopter ces comportements de protection. Donc, on a vu plusieurs supports, notamment le FALC, on a vu la petite série de vidéos de Santé publique France, on a vu notamment des supports de la Belgique. La Belgique, là, les Belges, à chaque fois, mais ils font des choses très sympas. Moi, je suis toujours surprise, pas surprise, mais je trouve ça assez intéressant. C'est intéressant de prendre justement les supports qui viennent d'un peu partout, pas juste en France, hein, mais que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, que ce soit ailleurs en Europe, pour pouvoir intégrer. Hein. Donc, par la suite, vous avez beaucoup parlé notamment de comment justement l'accompagnement de ces personnes-là avec les différents types de handicap. Je ne sais pas si dans les 5 dernières minutes, si vous avez un petit mot de la fin, une petite conclusion sur ces échanges qui ont été très enrichissants. On le lit dans les commentaires que les outils ont été vraiment, peuvent être un complément utile, que les outils sont vraiment intéressants, que les supports que j'espère que vous allez vous les approprier, ces outils. Oh là, il y a un commentaire de Morissette. Attendez. Je suis travailleuse sociale depuis plusieurs années. On apprend à être à l'écoute, à observer, à avoir de la bienveillance et beaucoup de patience. Il y a beaucoup de ressemblances avec les toxicomanes, les adultes en réinsertion, les personnes âgées et les enfants. Avec vos interventions, j'ai un complément d'informations bien détaillé. Merci. Alors, aussi, Ida, pourrais-je avoir la date de la formation handicap et sexualité, car je dois faire prochainement une partie d'une association de personnes en situation de handicap visuel. Bon. Alors, les dates, merci Morissette, en plus je les avais notées pour pouvoir les dire. Alors, les dates pour la formation handicap et sexualité, ça aura lieu le 19, 23, 26 novembre. Alors, en fait, on a fait en format mixte, mais bon, là, on entend qu'il y aura peut-être possiblement reconfinement. Bon, on va voir comment ça va être décliné sur les DOM aussi. Mais essentiellement, la majorité de la formation se passe en ligne. Une partie en visio, donc les 19, les 23 et les 26 novembre, et une partie sur des documents sur une plateforme en ligne, c'est-à-dire faire des devoirs à la maison. Et il était prévu une journée en présentiel. Tout va dépendre de l'actualité. Donc, 19, 23, 26 novembre et la journée en présentiel le 7 décembre. Alors, si on a plusieurs inscrits, on peut prévoir 2 journées en présentiel, mais en tout cas, là, je ne peux pas vous, comme je veux dire, je ne peux pas vous confirmer, mais encore une fois, tout va dépendre de l'actualité actuellement. Donc, je vous invite à m'envoyer un mail pour pouvoir vous inscrire parce que, en fait, c'est une formation qui est payante aussi, qui est à destination des professionnels. Okay? Donc, n'hésitez pas, que vous travaillez, je ne sais pas, en ADAPI ou peu importe, dans l'associatif, bon, n'hésitez pas. Bon, de toute manière, envoyez-moi un message, envoyez-moi un mail pour pouvoir vous inscrire à la formation. Donc, je vous écris les dates dans le chat. Et puis, bon, si vous voulez, Morissette, je peux t'envoyer aussi le programme par mail. Donc, c'est bon pour la formation. Je ne sais pas, en 2 minutes, 1 minute chacun. On va dire priorité aux femmes, hein, François? Non, alors bon, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément… Attends, mais François a commencé. Maintenant, c'est à toi de… Voilà. La parité. Bon, ben en tous les cas, bon, le mot de la fin, c'est quoi? Bon, en tout cas, moi, je tiens encore à remercier une fois cette invitation.
je viens de le mettre sur le chat. Hein. Bon, pour moi, je considère que c'est un plus, hein, c'est enrichissant. Les échanges très, très intéressants. Et sinon, par rapport à la thématique, bon, ben, j'ai envie de dire, hein, bon, comment dire ça? Bon, effectivement, hein, on a affaire à des publics qui sont différents, hein, différents de par hein, tout ce qu'on a pu exposer là cet après-midi. Et je pense que bon, ben, il faut continuer, hein, continuer à parler, continuer à se former, continuer à, comme je disais, bon, hein, on est dans une époque où il y a maintenant beaucoup de moyens de communication pour pouvoir échanger, donc ne pas exclure, hein, ne pas exclure. Bon, et puis voilà. C'est vrai que j'essaie de faire du spontané. Bon, je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand il faut s'exprimer. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Et puis, bon, ben, Ida l'a dit, hein, il y a, donc, de toute façon, il y aura le PowerPoint, il y a des contacts. S'il y a besoin, bon, ben, que ce soit François ou moi, bon, ben, on pourra toujours faire passer des liens. Hein, et puis voilà. Et puis, écoutez, la formation avant tout. Voilà. Merci Françoise. Maintenant, François. Moi, je vous remercie beaucoup. Ça me fait bizarre de voir les locaux d'Action Sida Martinique alors que je suis chez moi. J'aurais Il faut eu envie d'être avec venir, vous tu peux une même prochaine plus fois. venir là. C'est bon, voilà. Je sais pas. Voilà. Non, moi, j'ai une citation de Serge Tisseron qui me revient en tête là. Il avait fait un bouquin sur l'empathie et je pense que ça peut être un mot aussi de la fin. Hein. J'ai pas non plus prévu comme Françoise, mais l'empathie, c'est cette capacité, hein, effectivement, à être dans la compréhension des émotions et du point de vue d'interlocuteur, mais sans adhésion, hein, ni jugement. Et ça, je trouve que c'est important. Et puis, du coup, Tisseron, il avait une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai retenue par cœur. Il disait qu'il s'agit de s'approcher du paysage intime de l'autre, de recevoir ce qui fait résonance et d'accepter d'en être changé. S'approcher du paysage intime de l'autre, c'est ce qu'on a voulu vous montrer ce soir, c'est-à-dire d'aller sur la pointe des pieds. On n'est pas en terrain conquis. Hein. On attend de voir ce dont ont besoin les personnes en termes d'information, de distance, etc. Recevoir ce qui fait résonance, ben oui, on est humain. On parle d'humain à humain. Donc, effectivement, que les personnes soient avec trisomie 21, avec autisme, avec gros handicap moteur, etc., ben, quelque part, ça fait résonner en nous aussi notre propre expérience de vie, notre propre histoire de vie. Et puis, accepter d'en être changé, c'est pouvoir déposer nos certitudes aussi et ne pas projeter sur l'autre nos propres visions hein, de la vie, de la maladie, de la mort, etc. On a beaucoup à apprendre les uns des autres et on a beaucoup à apprendre aussi des personnes qui sont dites en situation de handicap. Tout à fait. Ah, très beau mot de la fin, François. Très beau mot de la fin. On est subjugués comme... on ne sait plus quoi dire après. Ben, je vous remercie à tout le monde. Alors, on a beaucoup de on a des commentaires. J'ai apprécié. J'ai beaucoup appris sur les handicaps, sur les différents handicaps, pardon, et l'approche de ce public. Merci, très enrichissant. Françoise, merci pour vos écoutes et vos échanges. Donc, merci et à demain. Merci pour toutes ces informations. Pour rappel, mon mail, hein, formactionsidamart@orange.fr. Hein, si vous avez besoin d'informations, notamment sur la formation. Donc, pour demain, 4e journée. Oh là là, la semaine passe tellement vite. 4e journée. En plus, il y a Marlène là, qui est là. Je ne sais pas si elle veut dire un mot là, mais bon. Alors, demain, mon quotidien avec les virus. Donc, ça va être la partie, on va dire, un peu technique biologie. Ça veut dire rappel des modes de transmission, s'il y a des signes, des symptômes, dépistage, justement, hygiène, sécurité pour soi et les autres. Donc, avec Marlène Ouka, qui est la présidente de l'association, l'Action Sida Martinique. Marlène, je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot. Et, oui, c'est ça. Oui. Et le docteur Karima Djebaloui. Pardon. Karima, elle n'est pas là, je suis en train de déconcher son nom.
Non, elle est dans l'avion, elle arrive tout à l'heure. je pense. C'est à quelle heure, Marlène, demain? Rappelle-nous. 18h, mais a priori, s'il y a confinement, c'est demain à minuit. Non, c'est demain à minuit. Ah, ok. À minuit. Je pense que c'est l'atelier. Je suis fatiguée. C'est un atelier sur la sexualité et la vie affective. C'est vrai. Ah, vendredi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça avec impatience. C'est en visio. Donc, s'ils sont confinés, ils vont encore écouter davantage, tu vois. Voilà. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, donc, moi, je suis très, très contente des interventions et j'aimerais qu'on… moi, je milite au niveau de l'association Action Sida Martinique qu'on change le regard des gens sur le sida, sur les infections sexuellement transmissibles. Et je ne veux pas qu'on appelle les personnes qui sont infectées comme des patients ou des malades, pas des patients, des malades. Je ne veux pas qu'on les appelle des malades, je veux qu'on appelle des personnes parce qu'elles continuent à vivre, elles continuent à faire plein de choses, même si elles sont infectées par le virus. Et donc là, je suis aussi très, très contente pour changer de regard sur l'handicap. Le handicap, c'est une personne handicapée et qui est porteuse d'un handicap et pas une personne handicapée. Et donc, moi aussi, je suis porteuse d'un handicap puisque je porte des lunettes, puisque je suis totalement myope si on me les enlève. Donc, tu vois, et ça permet d'être une personne comme les autres. Donc, merci à Françoise et merci à François et merci à tous les participants parce que c'était vraiment très, très intéressant. J'ai écouté avec vraiment beaucoup d'attention. Merci encore. Je vous remercie. Merci à tous et puis rendez-vous demain. Okay. Au revoir. Au revoir François. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. À bientôt. Au revoir Pascal. À demain. Allez. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye. À bientôt.